Souhaitez-vous que votre argent serve à nourrir gratuitement les gens qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français ? Oui ? Non ? Ceux qui dévient du droit chemin doivent être confrontés à des conséquences proportionnelles à leur déviance. Ceux qui ne dévient pas doivent être récompensés par la paix et la sécurité. C'est du wokisme ecclésiastique. J'ai le droit en tant que citoyenne de remettre en question le système judiciaire de mon pays. Absolument pas. Ça, c'est ce que tu crois sur le papier. Charlie Kirk, il défendait les armes. Il s'est fait tuer par une arme. À quel moment une femme a le droit de se marier avec un mec en prison qui est un terroriste qui a tué des dizaines de personnes ? À quel moment c'est possible et à quel moment cette femme est dehors en liberté et n'a pas fini en prison ? On ne peut pas quand même ôter la vie parce que c'est trop vilain quand même. Voilà, c'est vilain caca, pas beau. Fin du jeu total, c'est fini. Tu peux mourir quand même. C'est pas l'ennui qui va le pousser à être une personne meilleure, c'est la difficulté. Que ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Alors non, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Oui, il faut que j'arrête de dire cette phrase parce que c'est non, vrai que... non. Tu veux que je fasse l'intro ou t'es un vrai homme ? Non, je vais le faire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du sujet de la peine de mort, donc un sujet un petit peu grave et on va essayer de défendre pourquoi on pense qu'elle est nécessaire. Donc c'est peut-être un constat un peu clivant, mais c'est aussi le but et en tout cas c'est quand même finalement quelque chose qu'on pense réellement. Donc on va essayer d'argumenter ça. On a un petit plan en 9 points, je vous le décris pas, mais on va parler de justice, de morale, de religion, de plein de choses. À la fin, on va proposer éventuellement un protocole pour ce qu'on envisage être une bonne solution, on va dire, au problème de la peine de mort en France, et un petit message à la fin pour clôturer tout ça. Petit disclaimer, c'est que c'est un essai qu'on fait là, on donne notre avis, on donne des pistes, etc. Ça peut paraître des fois peut-être cinglant, tranché, je sais pas, en tout cas vous êtes peut-être pas d'accord. Le but c'est pas de s'arrêter à ça, c'est de donner des pistes de réflexion, etc. Parce qu'on pense que c'est un sujet qui mérite au moins d'avoir un débat plus ouvert, parce que finalement aujourd'hui personne n'a spécialement voté ou choisi que la peine de mort soit un sujet comme ça qu'on n'a pas le droit de toucher et qui est formellement interdit de remettre en question parce que sinon tu es vraiment un sous-homme, t'es mauvais quoi. Donc bon, voilà, c'est un essai, ça vaudra ce que ça vaudra. Nous on pense qu'il y a des idées intéressantes là-dedans. Et évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas mentionnées, il y a plein de choses qu'on ne va pas aborder, etc. parce que c'est trop vaste. Donc voilà, c'est une liste avec les points qui nous ont paru les plus importants. Fin du disclaimer. Et pour commencer, on va parler un peu de notre position très rapidement sur d'où on vient sur le sujet, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui. Donc je te laisse donner ta position. Moi déjà quand même c'est un sujet qui me met un peu fébrile. L'aborder comme ça dans un podcast, j'avoue que je suis pas hyper confortable de le faire. Ouais. Mais comme c'est très d'actualité dans ma tête et que c'est très nouveau, que justement je me dise peut-être la peine de mort est nécessaire, notamment en France. Et du coup je trouve ça intéressant de d'abord dire que je pensais que être une bonne personne et être du bon côté de la balance, c'était être contre la peine de mort. Et j'étais persuadée que je ne pouvais pas vouloir la mort d'autrui et que ça pouvait par exemple faire de moi une mauvaise catholique ou tout simplement une mauvaise jeune femme. Parce que tu te considères comme catholique ? Parce que je me considère comme catholique, oui. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce point et je pense que ce sera intéressant de justement se poser la question de ce qu'en dit l'Église. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on cherche un petit peu. Mais en tout cas, moi, je dirais qu'il y a 1 an, quelque chose comme ça, j'ai commencé à me dire le système judiciaire en France est un peu défaillant et il ne protège pas les bonnes personnes. Et du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que la peine de mort ne mériterait pas d'être remise au goût du jour puisqu'elle permettrait de défendre les bonnes personnes. Voilà. Je continue un peu le disclaimer, mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet un peu grave. Nous, on va essayer d'en parler quand même avec légèreté et entre guillemets comme si de rien n'était, quoi, pour pas mettre de sentimentalisme là-dedans. C'est pas forcément le but, même si ça peut être un point quand même. Moi, en tout cas, pareil, j'ai toujours été plutôt contre, mais par éducation de petits blancs socialistes de la fin du XXe siècle. Donc j'ai toujours été
contre sans trop y penser. Et puis, entre mes 20 et 30 ans, je pense que ça a évolué de « mais tu te rends compte quand même, c'est dégueulasse, enfin, tu peux pas faire ça, c'est méchant, c'est vilain, quoi. Tu es quelqu'un, c'est triste, etc. » Évidemment que nous, on est au-dessus de ça. Et que voilà, la morale, ce qui est beau, c'est justement de ne pas ôter la vie à quelqu'un. Ça, c'est vraiment l'humanisme suprême. On va en venir sur notre premier point. Et donc, ça a évolué de ça à... en fait, c'est l'inverse. Ce qui est terrible, c'est ce qui a été commis par la personne, a priori, qui du coup est criminelle, a ôté la vie à une ou plusieurs personnes. C'est ça qui est très difficile à vivre pour la société, pour les gens qui sont les victimes de ça. Donc, finalement, c'est une simple rétribution. C'est pas grand-chose. Finalement, ça ne sauvera jamais, ça ne rattrapera jamais le mal qui a été causé. Donc, voilà, c'est peut-être un petit pansement sur une blessure qui pourra jamais être refermée. Bon, voilà, ce qui nous emmène sur notre première partie autour du sujet de l'humanisme. Éventuellement, je te laisse direct la parole. On avait la citation. Oui, on ouvre avec la petite citation qu'on retrouve un peu partout sur Internet en ce moment, depuis le 9 octobre. C'est « L'indulgence envers les criminels est une cruauté envers les victimes ». Et du coup, la première question... Les victimes ou les innocents ? Moi, j'ai trouvé envers les victimes. Comme, ok, mais disons que c'est la même chose. Mais tu parles du 9 octobre ? Oui, parce que c'était l'espèce... Enfin, on a parlé de Badinter, qui est l'activiste numéro 1 de l'abolition de la peine de mort. Du coup, la date est revenue dans ma tête. Activiste, mais voilà. Je sais pas. En tout cas, c'est un des pères... C'est de son fait qu'on doit avoir ça dans nos dents. Et on n'est pas très loin, là, après l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Donc la cruauté... envers les innocents, c'est un sujet qui n'est pas abordé, j'ai l'impression, très rarement. Maintenant, on met toujours l'emphase sur le criminel qui est dans une souffrance, qui a des justifications, qui est pauvre, qui est torturé, qui a souffert, etc. etc. Comme si la victime n'avait pas souffert déjà non plus dans sa vie. Bref, c'est absolument lunaire. Toi, tu avais noté quoi ? Moi, j'ai quel humanisme pour les victimes, pour les familles. J'avais noté qu'il y avait vraiment un détournement du terme humanisme, puisque la question qu'on pourrait se poser, c'est oui, humanisme, mais envers qui ? Envers les victimes, envers justement les criminels, envers la société, qui est mise en danger aussi si on laisse des criminels vaquer à leurs occupations. Et dernier point, envers les gardiens de l'ordre, je les appelle, ce serait la police, les gardiens de police, les gardiens de prison, et toutes ces personnes qui, au final, sont censées œuvrer pour un maintien de la paix et qui se retrouvent à mettre des gens en prison tout en sachant qu'ils vont revenir. Et au final, ils ont un espèce de travail un peu flou et je trouve qu'ils ne sont pas respectés dans leurs fonctions. Puisqu'il n'y a pas... eux, ils attrapent les méchants, pour le dire un peu vulgairement. Ouais. Et derrière, la justice ne fait pas forcément son travail de les rendre inoffensifs. Mais on reviendra sur la notion en plus de méchant gentil, pour dire mal bien, etc. Parce que c'est au final un gros sujet de flou artistique maintenant qui est mis à toutes les étapes où jamais tu vas pouvoir catégoriser quelqu'un par exemple de méchant ou c'est lui qui a fait le mal, ça veut plus rien dire on dirait. En tout cas le mot humanisme finalement et en plus là en faisant un peu des recherches, c'est un mot complètement galvaudé, la gauche le brandit comme ça, comme si finalement c'est juste un signalement de vertu, mais moi je suis humaniste, moi mon approche est humaniste, etc. Et finalement on te vend ça même pour des gens qui ont tué 50 personnes, 100 personnes, et on te dit être humanisme, c'est bien traiter cette personne parce qu'elle le mérite, parce que c'est un être humain. Mais en fait il a foutu en l'air la vie de centaines de gens, quoi. Mais c'est pas un débat, très bien, pourquoi pas. C'est vrai que c'est intéressant, c'est comme si les gens étaient vus non pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont censés être. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, genrés ou non genrés, on peut aller un peu loin dans la réflexion. Voyons. Mais leurs actions n'ont pas de répercussions et on ne doit pas les juger pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait du tort à des milliers de personnes doit être considéré comme un humain, tout pareil qu'un enfant de 5 ans qui serait l'innocence même et qui n'aurait jamais rien fait, et devrait avoir les mêmes possibilités, les mêmes aides, voire plus d'aides, puisque, je sais pas, il a 45 ans, il a beaucoup souffert, il a tué 20 personnes, vous vous rendez compte, il a besoin d'un suivi psychologique. Attendez, moi je préfère donner de l'argent à un petit enfant innocent de 5 ans qui peut-être va devenir, va peut-être trouver le secret d'un cancer, va peut-être nous sauver, plutôt que de donner la moitié de mes impôts à un homme qui a tué 20 personnes pour qu'il puisse vivre correctement. Ouais. Ça me paraît peu pertinent. Alors je reviens sur le disclaimer du début, mais c'est aussi pour ajouter, j'avais oublié, mais de dire qu'on parle de gens qui ont tué physiquement des gens et que finalement on va pas résoudre là aujourd'hui le problème de la prison ou de comment gérer la criminalité. Par contre, j'ai regardé, c'est à peu près 5000 personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, qui ont tué minimum une personne.
On parle plutôt de ces gens-là, des gens qui ont délibérément été des meurtriers, etc. Moi, je pense que peut-être ça peut s'élargir à peut-être d'autres sujets. En tout cas, on parle pas, par exemple, et on fera le distinguo après, mais de crimes moraux, entre guillemets, ou comme on voit en Angleterre, des gens qui se font incarcérer parce qu'ils ont fait un tweet en disant, voilà, ils insultent quelqu'un qui a commis des crimes sur Internet, et ben allez hop, en tôle, voilà. Alors que le mec, il y en a quand même un qui a tué quelqu'un, et l'autre qui dit, mais c'est insupportable, gens qui tuent des gens. En tôle, allez, très bien. Voilà pour le disclaimer et voilà, donc on parle vraiment de meurtriers avérés. Mais à part ça, par rapport à humanisme, moi je trouvais ça intéressant quand tu utilisais des exemples concrets. Là, l'exemple un peu actuel, ça peut être la petite Lola, et que tu justement, quand tu m'en parlais hier, tu me disais que selon toi, il y avait un déshumanisme presque, si on réutilise ce terme, même si on a dit un anti-humanisme, par rapport à comment on s'occupe du deuil, justement, peut-être des parents de Lola, comment on considère la criminelle, en partant du principe qu'elle va juste, aller en prison à perpétuité. Bon, déjà, la perpétuité en France, c'est à remettre en question. Mais tous les sujets sont d'expliquer pourquoi cette femme a commis ce crime odieux, par, je sais pas, peut-être une certaine schizophrénie, peut-être des problèmes mentaux, blablabla, mais jamais de mettre dans la balance le mal qu'elle a fait. Et tu avais dit une phrase qui m'a quand même un peu choquée, mais qui revient du coup dans ma tête, qui est... j'oublie son nom à cette femme. Benkired. Belkirev Belkirev. J'étais en mode waouh. Benkired, mais Sofia Benkired, je mettrais. Bon, Benkired, c'est son nom de famille, c'est tout ce que je sais. Benkired qui a tué Lola et l'État qui a tué son père. Ah oui, genre elle a fait 2 morts finalement, cette meuf, mais non, elle a fait vraiment un crime de ses mains, puis l'État, par son action, a pas fait en sorte, mais... Par son inaction, presque. En tout cas, par l'attitude et tout, fait que t'as un père qui se fout en l'air parce qu'en fait, il sent bien qu'il sera pas accompagné et il y aura rien pour lui dans cette histoire, en fait. Il a tout perdu et puis il y a plus rien à gagner du tout et l'État lui fera comprendre. Mais après, pour ce cas précis-là, qui est d'actualité, Lola, justement, j'ai eu l'impression que pour une fois, il y avait vachement eu dans la balance. Déjà, elle a pris cher, tu vois, elle aurait pu prendre 10 ans. Non, vas-y, 30 ans. Donc pour nous, on trouve ça horrible parce que voilà, maintenant on va payer toute notre vie pour sa bouffe, etc. Et sa mère qui est encore vivante, la mère de Lola, va payer pour la bouffe de celle qui a tué son enfant. C'est que la famille de Lola va payer toute leur vie, vont payer les repas gratuits, le médecin gratuit, le chauffage gratuit, etc. On en reviendra peut-être un peu après sur la partie sur les coûts, mais de la personne qui a démembré leur fille, etc. C'est absolument lunaire. Cela étant dit, j'ai l'impression que dans le traitement dans le jugement, etc., ça a été mis beaucoup dans la balance. J'ai l'impression l'aspect que, mais en fait, c'est une atrocité, genre c'est barbare, c'est nanin, il faut qu'elle prenne, tu vois, son tarif et tout. Des fois, c'est quand même beaucoup plus, voilà. Et pour eux, les histoires philippines, Matisse, Thomas Crépol, j'en passe, etc., c'est toujours effectivement un grand cirque, un grand foutage de gueule. En tout cas sur cette histoire d'humanité, et voilà, t'as des gens, globalement ils ont jamais agressé personne, ils font leur petite vie, voilà, et on n'en parle jamais de ça, de dire mais attends, eux quand même ils ont jamais carotte quelqu'un, ils ont jamais agressé quelqu'un, ils ont jamais tué quelqu'un, ils font leur vie, peut-être que les gens se parlent, les gens s'insultent, les gens machin, nanana, d'accord, bon voilà, et au bout d'un moment il y en a un qui vient et qui convoque le diable en personne et qui vient et qui tue quelqu'un. Ça n'est pas la même chose. Il y a quand même un innocent, il y a quand même quelqu'un à accuser et à pointer du doigt dans l'histoire, quoi. C'est pas la même chose. 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'on continue sur humanisme ? Non, on arrête. J'avais une dernière citation. La citation, c'était la vie devient plus facile lorsqu'on supprime ceux qui la rendent difficile. Voilà. Mais rien que ça, je pense que déjà tu perds beaucoup de gens. Ils disent mais non, tu te rends compte, tu vois. Tu te rends compte quand même, etc. Et si c'était toi ? Voilà, humanisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour même aller dernier truc sur l'humanisme, mais c'est moi ce qu'on m'a sorti plusieurs fois sur par exemple le clivage gauche-droite, pour ce qu'il veut encore dire aujourd'hui, mais c'est de dire, mais moi d'accord, je peux entendre par exemple les sujets de sécurité, je peux comprendre les gens, les droitards sur tel truc, mais que fait-on de l'humanisme ? C'est-à-dire, tu sais, bah oui, tu te rends compte quand même, il y a des gens qui souffrent, etc., etc. Donc finalement, l'humanisme pour la gauche, c'est aider des gens que tu ne connais pas à l'autre bout de la planète parce que finalement, on a une société complètement technologique où tu peux t'intéresser à ces sujets, tu peux t'intéresser à la souffrance qu'il y a à l'autre bout de la planète sur laquelle tu peux rien faire. Et l'humanisme d'un droitard, entre guillemets, qui va dire, oui, mais regarde ton voisin, oui, mais regarde le clochard là-bas au bout de la rue, oui, mais regarde ta famille, ta communauté, etc. Fascisme. D'accord. Non, il me semble que c'est un humanisme aussi, et que c'est même un humanisme pratique, activable, et en plus duquel tu pourras récupérer les fruits de ton implication, quoi.
l'humanisme à l'autre bout de la planète, je ne sais pas. Voilà, sans avion et sans Internet, ça n'existe pas. Donc peut-être remettre ça en question. Bref. Tu as abordé plusieurs sujets. Je suis allé un peu plus loin, mais voilà, humanisme, ça dégage. Faut arrêter. Point 2. La dissuasion, moi j'ai noté. Ouais, est dissuasif. C'était de dire la peine de mort serait peut-être la meilleure dissuasion face à des criminels qui peuvent penser qu'il n'y aura pas de répercussions à leurs actes. Donc là, encore une fois, même si je pense que la dissuasion, ça marche aussi pour des crimes, entre guillemets, moins importants, comme par exemple des vols à l'étalage, des agressions sexuelles, etc. Juste l'exemple, par exemple, de la prison de Salvador, je pense que on en a beaucoup entendu parler pour les membres de gangs, etc. Mais si les conditions de prison en France étaient plus difficiles, je suis persuadée qu'il y aurait moins de vols, qu'il y aurait moins d'agressions dans les rues, etc., etc. Je pense que ça me... Enfin, je le dis, mais c'est évident. Nous, ça nous paraît évident, mais bon, tu vois, plein de gens ne sont pas d'accord. Mais oui, si on te prévient que, attention, on va ruiner ta vie, on va te tuer, non, je réfléchis à 2 fois. L'autre, il m'a volé ma PlayStation, je vais lui planter un couteau dans le dos, de toute façon, quoi. Pire, j'aurais 2 ans de bracelet, je sais pas quoi. Bah non, on va te fumer, ta vie, elle va être ruinée, et surtout, c'est au revoir, on va t'exécuter. Bon, je vais trouver d'autres moyens. Je pense que je vais trouver d'autres moyens. Et en tout cas, j'avais noté, si de toute façon je ne risque pas grand-chose, c'est ce que je viens de dire, mais voilà, si je ne risque rien, pourquoi pas partir dans le crime plutôt que de rester dans quelque chose de sain et de constructif. Et quand on en parlait hier, justement, moi je faisais ce truc-là, dire, tu vois, de quel côté tu vas tomber de quel côté tu vas tomber de la pyramide, voilà, mais t'es en équilibre, voilà, ton destin est ici, est-ce que tu vas faire le bien, faire le mal, tout bêtement. Si finalement le risque encouru avec la voie entre guillemets de facilité d'engranger le mal et de devenir de devenir agressif, de devenir in fine d'être un criminel parce que tu suis cette voie qui est finalement plus facile que de construire, c'est beaucoup plus facile de détruire. Et si tu sais que cette voie-là, elle est soft, il t'arrivera rien de bien grave, au pire t'iras en prison, c'est pas cool, mais plus besoin de penser à comment se loger, j'arrive pas à parler, plus besoin de penser à comment se nourrir, plus besoin de penser à comment se loger, plus besoin de penser à comment se soigner. Ok, tout est pris en charge par tout le monde, tout le monde paye pour que, donc t'as plus besoin, alors que tout cela, tout le monde travaille, galère à se dire, vas-y, il faut que je trouve de l'argent pour payer mon plat de pâtes, etc. Donc au moins, t'aurais déjà ça de gagner. Donc bon, tu te dis que tu risques pas grand-chose, et autant partir côté crime, puisque l'autre côté, c'est beaucoup trop fatigant. Carrément, et je fais un mini pas en arrière en reparlant d'humanisme, et en disant que peut-être justement, c'est un vrai humanisme, de partir du principe que si tu mets des garde-fous, les gens sont des meilleures personnes et du coup tu prends soin d'elles aussi. Parce que ne serait-ce que des personnes qui peuvent avoir des comportements un peu psychotiques et qui peuvent avoir des tendances un peu malveillantes, dangereuses, si elles ont une peur bleue de ce qui pourrait se produire si jamais elles perdent face à ces pulsions, je pense qu'elles seront plus facilement dans le droit chemin. Donc d'une certaine manière, une justice un peu autoritaire, un petit peu dure, permettrait peut-être à plus de personnes d'aller bien. Donc moins de victimes et aussi plus de potentiels criminels qui ne foutent pas leur vie en l'air, en fait. Parce que tu fermes la porte à certaines voies, parce que certaines voies, c'est marqué sur la porte que attention, là, tu vas déchaîner les enfers, donc ne passe pas par ce chemin-là. Vas-y, t'as encore un truc ? Je vais ouvrir au chat. Non, il faudrait repartir sur dissuasion. Ouais, donc est dissuasif. Donc là, tu parlais de la prison. Vas-y, tu parlais de la prison au Salvador, donc du CICOT. On mettra un petit insert là-dessus. Mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, au Salvador, il y avait énormément de problèmes de criminalité, de gangs, etc. Mais vraiment société gangrénée à l'extrême. Nayib Bukele, le président actuel, a voulu agir de manière extrêmement pragmatique et forte, a créé un centre de détention extrêmement exigeant, je ne sais pas le mot, mais extrêmement difficile, dans lequel la lumière est allumée constamment, dans lequel les rations de repas, etc., sont réduites au minimum, l'hygiène est réduite au minimum, etc., etc. Ils travaillent constamment. Et donc ils ont mis des milliers de membres de gangs en prison, et finalement en quelques mois ça a vraiment fait bouger les lignes, et la sécurité a fait un bond magistral dans la société salvadorienne.
Oui, les populations le disent. Il y a beaucoup de vidéos, de témoignages. De gens dans la rue, vraiment à vivre dans la rue avec les Salvadoriens, qui disent oui, c'est le jour et la nuit, etc. Et donc, ce genre de prison suscite toujours l'émoi de bons socialistes français, typiquement, qui vont dire mais c'est horrible, vous vous rendez compte, les conditions, etc. Les mecs sont tatoués de la tête aux pieds, ils ont leur signe de gang, ils ont le nombre de personnes qu'ils ont tuées, ils témoignent, etc. Ok, c'est malheureux, c'est la vie qu'ils ont choisie, peut-être par problème autre et voie de facilité, encore une fois, notamment dans un pays avec plus de problèmes de pauvreté, d'opportunités, de ce que tu veux. En tout cas, ils ont fait ce choix-là. Bon, le message qui est envoyé, c'est que si tu choisis ce choix-là, ça va être très compliqué. Voilà. Et ils ont, tous les détenus aussi, ils pourront plus jamais parler à leur famille, etc. etc. C'est terrible. Effectivement, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut 3000 mecs dans une prison qui vont galérer et qui vont souffrir toute leur vie et envoyer un message à tous les prochains en disant attention, si vous choisissez cette voie, ça va craindre ? Ou est-ce qu'on se dit non mais attends, il y a 1000 mecs là, les pauvres, voilà, ils ont un peu faim, en plus la lumière est allumée, elle est trop blanche, c'est trop dur, etc. Il faut que leur vie soit cool, il faut qu'on les aime, il faut qu'on mette les moyens, il faut que les gens qui travaillent payent pour ces mecs-là, parce que quand même c'est pas humain. Mais à côté de ça, on sauve 50 000 personnes par an, du coup, par an, juste en bloquant ces mecs-là et en disant à tous les suivants, non, trouve un job, fonde une famille, tu vois, fais des choses saines, aide ton voisin, voilà, sois une main tendue, ne convoque pas le diable. Oui, et puis encore une fois, on en revient aussi à l'exemple pour les futures générations, c'est-à-dire que peut-être justement si tu as un oncle qui revient de prison et qui te dit non écoute c'était 5 ans, ça s'est bien passé, personne dit ça, mais bon, en tout cas tu vois bien que mais quand même, tu vois bien que le confort est quand même présent. PlayStation, Kinder Bueno, joint, smartphone, Twitch, je sais pas, voilà. C'est un scandale, mais bon, ça se régale quand même. En tout cas, tu sais que oui, bon, il a volé de l'argent, il s'est mis bien avec cet argent qu'il avait volé, il a fini en tôle parce qu'il s'est fait prendre, ce qui n'est déjà pas le cas de tout le monde. Et il revient et il refait sa vie, potentiellement il refait un crime et ça fait des allers-retours. Si t'es un jeune homme de 12-13 ans et que tu vois ça, tu n'es pas inquiet. Et tu ne te dis pas oulala, cette voie, il faut pas que j'y aille. Par contre, si ton tonton était dans une prison au Salvador, je pense que t'as pas le même rapport au sujet. Et qu'en effet... En fait, il faut placer quelque part l'horreur. Je sais pas comment dire, mais il faut qu'il y ait quelque part... En fait, l'horreur viendra remplir un trou quelque part. Si, par exemple, c'est la mollesse de la justice ou de l'état de droit, du fait que voilà, tu n'as pas de conséquences à tes actions, l'horreur va venir s'implanter dans le quotidien des gens. Dans le quotidien des gens qui sont innocents, qui sont des honnêtes gens, entre guillemets, qui travaillent, qui font leur vie, qui ont leur famille, qui ont leur truc. L'horreur va venir s'implanter au milieu de ça et connaître ce qu'on commence à avoir de plus en plus en France, tomber dans un truc où le quotidien est complètement gangréné d'insécurité, comme on dit, mais voilà, où tu sais que la confiance s'érode, l'insécurité augmente, etc. Et le crime commence à prendre de plus en plus de place dans la vie ordinaire, tu vois. Ouais. Si l'horreur, tu la places sur le fait que, attention, loi du talion, si tu fais ça, voilà les enfers qui vont se déchaîner sur toi, l'horreur est placée ici et tu fais soupape avec ces moments de vie plus ordinaires où l'horreur était venue s'implanter. Et ben là, finalement, elle s'enlève, je sais pas si tu me suis, tu vois, mais elle diminue parce qu'on a montré où se posait l'horreur et vraiment le tragique et la main, tu vois, la main de Dieu qui va s'asseoir sur ton front. Et ben c'est si tu es un criminel. C'est là que tu vas prendre tarif. Et ben ça va venir alléger la vie du quotidien pour tous les gens qui sont une énorme majorité qui ne sont pas des criminels. Ce qu'on n'entend jamais aussi, tu vois, de juste dire que quand même 99% des gens, c'est pas des criminels, ils veulent juste faire leur petite vie tranquille et faire plutôt du bien, tu vois, même si évidemment chacun ses défauts. Mais il y a quand même très peu de gens qui passent à l'acte de tuer des gens. Ok. L'autre exemple, c'était les attentats au Crocus Hall en 2024 à Moscou. Et tu m'avais montré les images justement de ces terroristes qui ont été interrogés, disons, par la police. Je croyais d'ailleurs les images de l'attaque. Tu les as vues, ça ? Non. En vrai, je crois que tu m'avais montré des extraits, mais je t'avais demandé de pas forcément les regarder. Mais en tout cas, tu m'avais montré les images où on voit justement les terroristes être interrogés. Enfin, ils ont été interrogés et ils passent au tribunal, il me semble que c'est ça. Ouais, les photos qu'on a. Ils ont passé une nuit entre les mains des bougs. Et on voit le traitement qu'ils reçoivent et ils le sont complètement maltraités. Et c'est le sujet, mais parce qu'ils viennent de tuer des dizaines de personnes. Et du coup, tout ça, c'est médiatisé. Et il y a les deux possibilités.
on en avait parlé, c'est soit on se dit oui, mais du coup, comme ils ont été maltraités, ils vont être vus comme des martyrs et ça va attiser une certaine haine, peut-être contre le gouvernement russe, et attiser une ferveur chez des islamistes radicalistes. Ou l'autre idée, c'est non, en fait. Il y a une vraie menace qui est posée. Le gouvernement russe dit frontalement aux radicalistes islamistes. Radicalistes Aux islamistes radicaux. Ouais. Aux islamistes radicaux. Dans notre pays, on ne vous laissera pas faire. Donc ne venez pas ici parce que vous serez mal reçus. Islamistes ou autres. Islamistes ou autres, évidemment. Là, c'est l'exemple du crocus que j'utilise. Et donc, soit oui, tu fais des martyrs, maintenant on va vraiment attaquer la Russie, on va vraiment s'énerver contre eux. Ou alors on va en France, parce qu'au pire, en France, on risquera rien, on pourra quand même... On ira juste en prison. Et en plus, en prison, tu peux continuer à arbitrer sur ton réseau, tu peux avoir accès à ton WhatsApp, à ton Telegram, etc. Et tu peux continuer à faire du réseautage. Donc, tout à fait, et on en vient au magnifique exemple... mais moi je finis juste là-dessus, mais moi je suis pas du tout d'avis que oui, non, on va créer des martyrs, et vraiment après ils vont avoir le seum contre nous, et on va augmenter la haine contre notre pays. Non. Tu te comportes de manière tchadesque, et on va te foutre la paix au bout d'un moment. Parce que tu sais que voilà, chaque fois que tu vas venir chez nous, tu vas convoquer les enfers, tu vas prendre la foudre. Donc, allez, passe ton chemin. Va chez le voisin qui est plus faible. C'est ce que font les Russes, et malheureusement, leur voisin plus faible, c'est nous, visiblement. Donc, on a quand même des questions à se poser sur le sujet. Et toi, tu voulais passer au point suivant ou... Non, j'avais juste, du coup, l'exemple de Salah Abdeslam, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui est un auteur du Bataclan et qui, lui, du coup, est en prison à perpétuité et qui a eu le droit de se marier. Donc, c'est quand même super fun. Et donc, on a vérifié il a eu un enfant. Non, il n'a pas d'enfant, j'ai vérifié. Okay. Il y avait eu cette information dans les médias, mais en tout cas, il peut s'accoupler avec des meufs, ça c'est sûr. Voilà, parce qu'en fait, en prison, il faut savoir, et même les terroristes, 3 fois par an, enfin 1 fois par trimestre, je ne sais pas exactement, il y a des cellules familiales, donc ils peuvent voir les membres de leur famille sans surveillance. Donc au début, c'est 6 heures. Et c'est de plus en plus de temps. Donc c'est 6 heures, 8, 10 heures, et ça peut aller jusqu'à 48 heures. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est les informations que j'ai vues sur Internet. Cas, de toute façon, l'idée est là. Minimum 6 heures en tout cas. Donc en effet, si tu veux avoir un gosse, tu peux être avec ta femme. Donc déjà, tu peux te marier en prison par téléphone, ce qui a été son cas. Et là maintenant, il peut passer 6 heures avec sa femme sans aucune surveillance, ni vidéo, ni humaine. Donc il peut tout à fait faire un enfant avec sa femme. Et on en vient au point de à quel moment une femme a le droit de se marier avec un mec en prison qui est un terroriste qui a tué des dizaines de personnes. À quel moment c'est possible et à quel moment cette femme est dehors en liberté et n'a pas fini en prison pour avoir des envies pareilles. Et les centaines de lettres qu'ils reçoivent. Oui, d'admiratrices, d'admirateurs. Enfin, donc la take, nous, c'était si tu es une meuf et que tu demandes d'aller voir un terroriste, par exemple, en tout cas un multi-criminel, là pour le coup vraiment un terroriste, genre avec un grand T, quoi, que tu veux aller le voir, que tu veux passer du temps avec lui, que tu veux t'accoupler avec lui, te marier avec lui, etc., etc. La take, c'était si t'es pas française, on te fout immédiatement dans le bus et tu rentres chez toi. Voilà, parce qu'en fait, c'est quoi ce délire, quoi ? C'est quoi cette apologie du terrorisme et le fait de valider et d'être excité comme ça par quelqu'un qui est littéralement, qui convoque les ténèbres et qui cherche vraiment la destruction de la civilisation, en l'occurrence la nôtre, quoi, qui est sur ces terres, qui cherche sa fin, et là tu as des admiratrices de ça, allez, ça dégage. Si tu n'es pas française et que c'est un acte de terrorisme finalement extérieur, bon bref, c'est du terrorisme aussi, donc ça dégage. Et si tu es française, moi j'étais en mode peine de mort, mais bon, ça c'est... On en viendra, mais pour moi, du l'autre coup, idée, par c'est exemple, sinon tu pars aussi. Ah, tu t'exiles ? Tu vas dans un pays où la charia c'est la loi. Et du coup, si tu as envie... Oui, mais là, c'est très orienté sur l'islamisme, etc. Mais ça pourrait être de toute autre nature, tu vois. Oui, mais de toute autre nature, tu vas dans un pays où, par exemple, tes agissements... Enfin, t'es banni, quoi. Imaginons c'est Robert Laffont, je sais pas, c'est un mauvais exemple, parce que Robert Laffont, je crois que c'est un éditeur. Bref, Jean-Dominique Hubert, qui a fait un acte de terrorisme, je sais pas, voilà, il pète un câble, c'est un anarcho, je sais pas quoi, français, non, il a tué 15 personnes à la Kalachnikov, tu vois, bam. Ok. Il est incarcéré, etc. Pas de peine de mort, bon, voilà, il fait 30 ans, aux frais du contribuable, matin, midi, soir, repas offert, etc. Et puis il y a plein d'admiratrices qui viennent le voir et qui veulent, tu vois, toutes les semaines, elles veulent venir le pépon et tout, elles sont fans, etc. Et c'est la ménagère de moins de 50 ans française, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, non, c'est un... Bon, moi, peine de mort, voilà, peine de mort. Et tu le sais que si tu viens et que tu viens manifester le fait que tu es une adoratrice du diable, tu vois, et
peine de mort. Parce qu'en fait, tu ne peux pas, c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner dans ce cadre-là, en fait. C'est pas possible. Et au pire, tu l'admires, mais sache que si tu viens, par contre, tu viens à ta propre mort. Donc, fais ta vie. Aujourd'hui, tu avais prévu d'aller pépon un criminel, un terroriste en prison parce que ça te fait kiffer. Bon, si tu viens, on te squeak. C'est finito pour toi. Par contre, si tu viens pas, bah, écoute, occupe ta journée. Monte une asso, monte une boîte, va bosser, fais à manger, lave chez toi, fais quelque chose, tu vois. Ouais, moi, le contre-argument quand même qui vient dans ma tête, c'est de me dire, mais bon, ces femmes, ça va pas te plaire, mais ces femmes, elles vont mal, et elles auraient peut-être besoin d'avoir un suivi psychiatrique si elles veulent s'accoupler justement avec... Et on paye le suivi psychiatrique des gadgets, ok. C'est circulaire. Ou elle le paye d'elle-même, je sais pas, il y a peut-être des fonctionnements à trouver aussi si justement elle travaille. Mais ça rejoint le même point que toi t'as dit, c'est que justement avoir une main de fer et dire si tu viens faire l'apologie, c'est pas vraiment ça, mais voilà, tu viens valider les actes d'un terroriste et en plus tu veux engendrer un nouvel humain avec lui, tu vois, t'as vraiment envie de t'accoupler avec lui, etc. C'est pas possible. La main de fer s'applique à cet endroit-là pour que cette meuf aille mieux. Tu peux pas faire mieux, je sais pas comment dire. Il y a au bout d'un moment, il y a un trait dans le sable. Le trait dans le sable, il est ici, tu vois. Ce mec, il a vraiment engendré énormément de chaos et de tragique. Toi, tu viens pour le soutenir. Non. C'est non, en fait. Ok. Get a life. Je l'ai bien fait en plus. Ouais. Bon, on est parti un peu loin dans le truc, mais voilà, on va vraiment nous prendre pour des fous. Moi, j'avais noté torture. Point d'interrogation, pour juste mentionner que même s'il y a des gens là qui pourraient nous trouver un peu extrêmes, etc., typiquement, moi où là je trace un trait, c'est sur l'idée de torture. Quelqu'un qui a tué 100 personnes, bon bah si je me laisse aller moralement et que je me dis en fait c'est inacceptable, genre quand tu te projettes dans le mal qu'il a engendré, j'ai envie de revanche, j'ai envie de, tu vois, je veux me venger, je veux qu'il souffre, je veux qu'il sache ce qu'il a fait, je veux qu'il ressente ce qu'il a induit aux gens, etc. Donc torturons-le, etc., etc. Comme ça, vraiment, là, on va bien se venger, et voilà, et ensuite on va le tuer. Et ben nous, enfin voilà, en tout cas, je mettrai le trait ici, c'est que effectivement, là où la justice fonctionnerait bien, c'est que il y a plein de gens qui pourraient avoir cette envie-là, comme ça, en rebond, une pulsion comme ça, de voilà, il faut le faire souffrir, etc. La justice est là pour dire non, nous sommes au-delà de ça, nous sommes humanistes, nous avons une grandeur morale, voilà. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Oui, la quantité de mal qu'il a généré, de toute façon, ne sera jamais rattrapable. Donc, on ne va pas prendre un plaisir sadique à appliquer sur lui des choses qui essayeront de rattraper un petit peu, tu vois, le tragique que lui il a engendré. Non, on fera pas ça, et on fera, et c'est la citation que j'avais mis du coup après, c'est important pour nous en tant que civilisation d'être noble dans la terreur qu'on inflige aux brutes. Oui. Donc c'est infliger de la terreur aux brutes, aux criminels, à tout ce que tu veux, ça c'est important et ça n'existe pas aujourd'hui, et le faire avec noblesse. On reviendra peut-être sur notre histoire de protocole ou quoi, mais voilà, genou à terre. Merci monsieur, vous avez commis l'irrattrapable, enfin vous êtes allé beaucoup trop loin. Aujourd'hui, s'arrête votre vie, au revoir. Voilà. Et on vous souhaite le meilleur. Mais par contre, on est obligé de se débarrasser. Et on ne part pas dans un délire de ouais, il faut à tout prix se faire souffrir, etc. Non, on fera ça proprement, dans le calme. On vous adressera une prière et c'est ciao. Ça me fait penser à une petite phrase. Là, j'ai une petite phrase dans la tête qui me dit le sang s'efface par la paix et l'amour, mais la paix s'installe par la force. Et du coup, malheureusement, parfois, il faut user... Le sang s'efface par la paix et l'amour, mais la paix s'instaure par la force. Donc parfois, c'est par l'autorité et par peut-être justement la peine capitale que la paix peut être installée. C'est que par la force que s'installe la paix. C'est que par la force. Que par la dissuasion. Ok, bon, est-ce dissuasif ? Oui, non, on pense que oui. Si tu sais que tu risques gros, tu feras moins de choses néfastes. Point barre ? Oui. Ce qui nous emmène sur la notion de seconde chance, qui est complètement toujours ramenée dans le débat. Voilà. Principe de réinsertion professionnelle aussi. Et la justification constante de oui, il a fait quelque chose de mal, mais. Voilà. Mais il faisait 1m60. Mais il avait une carence en fer. Mais il s'était mal levé ce matin. C'est quand même pas ça les exemples. C'est pas ça, mais bon, plus ou moins, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a... Mais il est pauvre, mais il vient de je sais pas où. Oui, mais je sais pas quoi. Mais c'est d'accord. Oui. Bon, il y a 1 milliard de gens, je sais pas, moi je connais 1 milliard de Portugais qui viennent du Portugal, qui ont été pauvres, qui sont pauvres, qui machin.
Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment leur bouche, ils travaillent, ils sont gentils avec les gens, et ils essayent de faire civilisation. Donc, voilà. Ça, c'est beau. Personne pour dire que effectivement, ça, c'est mieux que d'être en mode « je suis pauvre, donc je vais taguer, agresser, faire que de la merde ». Donc, la seconde chance, j'ai mis un passeport pour passer à l'action ou pour recommencer. Donc pour moi, je tire quand même un petit peu le trait, je peux être plus pondéré que ça, mais c'est quand même quelque part un passeport déjà pour passer à l'action parce que tu sais que tu auras une seconde chance. Bon, si tu sais que tu n'as pas de seconde chance, tu vas réfléchir à 2 fois, voilà. Et une fois que tu as fait les choses, tu sais que tu pourras ressortir. Bon, peut-être que tu continueras dans les mêmes réflexes et que tu recréeras les mêmes problèmes que tu avais créés la première fois. Sauf si par miracle, et je pense que ça arrive tout à fait, tu t'es vraiment repenti et finalement tu vas mener une vie de droiture en sortant. Bon, si la société n'encourage aucunement les gens à avoir une droiture, non, en fait, tu vas pas te réinsérer. Tu vois. Le game sera resté le même. Donc, j'y crois moyennement. Toi, tu avais un point là-dessus ? Non, juste oui. Je rebondis en disant que le repenti peut pas se trouver dans le confort et dans l'attente. C'est pas juste en enfermant quelqu'un dans un endroit où il a quand même un minimum de confort. C'est pas l'ennui qui va le pousser à être une personne meilleure, c'est la difficulté. Je pense que ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Alors non, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Oui, il faut que j'arrête de dire cette phrase parce que c'est vrai que... Non. Alors, je te fais un petit rappel vite fait. Alors... Voilà, tu es considérée par la majorité des Français aujourd'hui comme une cinglée qui mériterait la prison. Voilà, je pense que pour le Français moyen, peut-être pas. Mais bref. Non, j'espère pas. On est plus considérés comme des oufs, j'ai l'impression. Mais j'exagère parce que c'est pas ce qu'on pense justement. On se dit que justement, non, beaucoup de gens pensent ça, mais qu'il n'y a aucune voix aussi pour essayer de le dire et de le dire de manière concise, mais quand même élaborée et de pouvoir au moins en parler, quoi. Parce que moi, j'ai jamais entendu un débat comme ça. Hein. Il y en avait il y a 40 ans à la télé, tu vois, potentiellement. Ouais. Mais bon, depuis 2000, 2010, j'en sais rien. Enfin, est-ce qu'on peut parler du sujet Ouais, mais c'est marrant parce que ça me fait juste repenser à comment cette nouvelle loi justement de l'abolition de la peine de mort, elle a été inscrite. Donc elle est inscrite dans notre constitution. Donc déjà, la remettre en question, c'est compliqué. Et en plus, c'est inscrit, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, je ne crois pas que ce soit inscrit dans la constitution européenne. Mais en tout cas, du coup, le trajet, ça a été, c'est une loi. Oui, proposée par Badinter. Puis ça s'inscrit dans la constitution française. Puis ça s'inscrit dans, on va dire, la Constitution européenne. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple la France veut rétablir la peine de mort, elle devra se confronter à l'Union européenne et peut-être soit sortir de l'Union européenne, soit changer les accords qu'elle a avec cette institution. Donc, c'est pratiquement impossible. Et ça, il y a plusieurs politiques qui en parlent et qui disent, même si on le voulait, faudrait le faire, quoi. Oui, maintenant, c'est trop verrouillé. Et d'ailleurs, même chose, même trajectoire pour l'avortement, etc. Autre débat. Oui. Ok, moi j'avais ma petite anecdote du coup story time de Marcel. Story time. Donc un ami à mon père qui s'appelait Marcel Egea, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, qui m'a en partie élevé entre guillemets ou éduqué par plein d'aspects, était un criminel qui avait passé 18 ans en prison quand il était jeune adulte ou peut-être à mon âge, je sais pas exactement. Et avec qui j'ai passé énormément de temps et qui était un mec adorable, vraiment un mec bien, tu vois, vraiment ce que je catégorise comme un mec bien, qui avait envie de faire les choses bien. Moi, j'étais le fils d'un ami à lui, c'était important pour lui, tu vois, c'était un pied noir et tout. Bon, je te passe les détails, mais voilà, c'était en mode, il faut prendre soin, tu vois, de ton fils, alors il m'emmenait à la pêche, alors il me faisait des discours sur, tu vois, des trucs moraux, des trucs deep, etc. Mais le mec avait passé 18 ans en tôle et il avait braqué et il avait tué quelqu'un, etc., tu vois. Bon. Et pour sortir de prison, parce qu'il en pouvait plus, il avait avalé une fourchette. Je t'ai raconté ça ? Ok. Et donc, bref, moi, je ne l'ai pas connu avant la prison, je l'ai connu qu'après. Et je me dis, ouais, la seconde chance, c'est important, tu vois, parce que tu fais, tu fais pas œuvre de charité, mais enfin, voilà, effectivement... tu reconduis les gens sur le droit chemin. Tu arrives à les remettre sur le bon chemin et ils font le bien, in fine, etc. Donc, plutôt pour. Sauf que la morale de l'histoire, c'est que il avait besoin de thunes et donc pour 50 000 balles, il est allé assassiner quelqu'un dans une prison, enfin de l'extérieur d'une prison. Je mets un article, mais voilà, il a snipé quelqu'un, un détenu de l'extérieur de la prison avec un sniper. Il s'est fait choper directement et il a fini par se suicider en tôle avant son
jugement. Donc, stop à la seconde chance, quoi. Qu'en est-il de la réalité ? C'est-à-dire que dans les faits, cette philosophie de la seconde chance est magnifique et qu'on aimerait l'offrir à tout le monde et que peut-être aussi notre héritage chrétien nous donne envie de le faire. Mais la réalité, c'est que les faits et peut-être les statistiques, c'est dur d'en trouver, mais peuvent nous prouver que la seconde chance met en danger des gens. Et s'il n'y avait pas de seconde chance et s'il n'y avait pas de mollesse comme on a aujourd'hui, le Marcel serait encore là, je pense, et on pourrait aller taper une partie de pêche. Hein. Mais le fait qu'il y ait cette mollesse-là, c'est qu'il s'est dit... Ouais, parce que, et en plus, dans toute la période qui a conduit à ça, son frère avait un cancer, il devait s'occuper de lui à la maison, il était mourant, c'était horrible, tu vois. Et au milieu de ça, fallait aller faire rentrer du blé, essayer de, tu vois, de tenir les murs et tout. Donc, finalement, obligé de trafiquer un peu, de vendre du shit, ce que tu veux. Déjà obligé d'en venir à là. Bon, tu questionnes un peu le système. Et finalement, bah ouais, mais j'ai un peu, voilà, mon frère décède, j'ai besoin de trouver un échappatoire pour ma life parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de, voilà. Bon, bah je tue quelqu'un, voilà, parce que c'est assez facile, puis je risque quand même moyennement, voilà, et ben autant faire ça. Voilà. Parce que pour sinon réussir à m'acheter un camping-car et partir faire le tour de l'Europe pour passer ma retraite, parce que c'est ce qu'il voulait faire, bon, bah ça va être dur. Faire 50K là en légal, ça va être très compliqué. Par contre, voilà, un petit hit job. C'est beaucoup plus facile. Sans seconde chance et sans mollesse, non. Il aurait pris la voie légèrement plus difficile, je pense. En tout cas, voilà. Une pensée à Marcel et au daron. Basta ? Ouais. Point 4. Un système judiciaire défaillant. Bah, écoute, ça on enchaîne, assez bien dans la suite. Moi, le premier truc que j'avais en tête, c'était... l'absence de gradation entre les crimes, enfin l'absence de hiérarchie entre les crimes qui pas absence, mais bon. Il n'y a pas une absence, mais c'est juste que la proportionnalité entre le crime et la punition peut paraître un peu dérisoire lorsqu'on prend par exemple quelqu'un qui aurait, je sais pas, dealé du shit ou volé à l'étalage et quelqu'un qui aurait tué quelqu'un et qu'au final tu te rends compte que le spectre entre ça va aller de 2 à 3 ans de prison à 30 ans de prison. Je suis désolée, mais entre quelqu'un qui a commis une seule fois du vol à l'étalage et quelqu'un peut-être avec des faits aggravés, peut-être d'agression, voilà, parce que sinon je pense que tu ne vas même pas en prison en fait si tu voles. Mais donc quelqu'un qui aurait fait un vol à l'étalage avec fait aggravant, et quelqu'un qui aurait tué 2 personnes, ouais, le spectre c'est de 1 an de prison à 30 ans de prison. Et juste la proportionnalité. Il y a une gradation quand même. Il y a une gradation, mais la proportionnalité est ridicule. À quel moment quelqu'un qui tue se retrouverait juste en prison pendant 30 ans, ce qui fait, par exemple, si ça t'arrive à 25 ans, derrière, tu sors de prison, t'as une vie. Ouais. C'est ça la réalité, c'est que t'as quand même une vie. Mais toi, par contre, t'as enlevé la vie de quelqu'un et bousillé la vie de toute sa famille, tous ses amis, donc potentiellement une cinquantaine de personnes. Mais toi, t'as une vie derrière. Et les répercussions sont... j'ai envie de dire, ridicule, scandaleuse. Donc c'est pour ça que je parle de gradation. Alors moi je dirais qu'il y a une gradation, même si on peut dire qu'elle n'est pas idéale, mais surtout vu qu'on a enlevé la sentence suprême, tu coupes, tu écrètes la possibilité de la gradation et il n'y a plus cette sentence suprême. Donc, et c'est ce que tu disais tout à l'heure là, avant le podcast, c'était si là on est en train de tourner, il y a quelqu'un qui rentre, qui nous menace, qui essaye de nous tuer et qui nous tue, ou alors ça se passe autrement, on se défend et on le tue, en fait potentiellement il va prendre 15 ans parce qu'il est venu nous achever pendant qu'on était là, on faisait à manger ou on filmait une vidéo. Mais nous, on se défend, on se prend un coup de couteau et on arrive à se débarrasser de lui. On prendra... on peut prendre 15 ans, enfin, c'est possible. Quoi. Bon, moi, j'étais un peu mou, mais je disais, on s'est défendu, on l'a tué. Allez, on prend 2-3 ans de prison, voilà, parce que quand même, il y a eu ce geste, mais etc. À quel moment ? Non, mais oui, laisse-moi, calme-toi. Voilà, je disais ça en étant un peu mou. Par contre, lui, il est venu, on était là en train de faire à manger, et il est venu, il t'a tué. Peine de mort, s'il vous plaît, c'est quoi ce délire, quoi ? Qui a convoqué les enfers ? Est-ce que c'est nous parce qu'on était en train de faire une salade ? Ou c'est lui parce qu'il est venu pour tuer un être humain ? Non, mais clairement, mais même par exemple, l'exemple, je sais pas, ça peut être une peur, ça peut être un sujet qui revient dans ma tête de me dire, si un jour je me fais agresser dans la rue par un homme et que littéralement il essaye de me violer et que je me défends et que je sais pas par quel coup du sort, parce que déjà ça me paraît complètement improbable d'en être capable, je le tue alors qu'il était en train d'essayer de me violer, potentiellement je vais finir en tôle.
Non mais attendez, moi je vis ma vie tranquillement, j'ai le droit normalement à la sécurité, j'ai le droit d'avoir une intégrité et de pas me faire agresser par quelqu'un. Non, potentiellement, si je me défends et que ça tourne mal, moi je ne sais pas tuer en fait, je suis pas une tueuse. Donc en fait si je me retrouve à tuer quelqu'un, c'est vraiment un coup du sort, c'est du hasard. Mais j'irai quand même en prison. T'es au pied du mur et que t'as pas le choix. Oui, c'est ça. Mais... Et ce sera la légitime défense, mais qui est complètement galvaudée en France. Qui n'existe pas. Je sais pas, je pense que ça existe un peu quand même. Hein. Mais voilà, quand même. Tu sais très bien que tu es. Et t'as pas le droit d'avoir une lacrymo, et t'as pas le droit d'avoir un petit moyen de défense. Oui, j'ai pas le droit d'avoir d'armes. Ouais. Bon, autre débat, on fera peut-être un épisode. Alors que toutes les personnes tous les criminels ont des armes, qu'on se le dise, et toutes les personnes innocentes qui auraient besoin d'être protégées et qui auraient besoin de se protéger n'ont pas le droit d'avoir des armes. C'est un autre scam du socialisme du XXe siècle, Mathilda, c'est pour un autre épisode. Voilà, le fait de désarmer la population. Moi, je suis neuf sur ce sujet. J'ai toujours été contre les armes parce que je suis un bon toutou. But it's over. Ok. Tac. Gradation, j'ai mis en Occident, donc la justice injuste, j'avais mis. En Occident, la défense des criminels est toujours en augmentation. Quoi. On fait de plus en plus de faire l'apologie les médias, l'apologie du criminel. Et les juges. Les juges, c'est un très gros sujet, tu sais. Ouais, c'est vrai, sur Twitter et tout, des fois, on voit des choses énorme, les juges et l'orientation politique et le dépassement de la fonction de juge, enfin, tu vois, Enfin, bref. Le pouvoir des juges, c'est un gros sujet. Je suis pas l'expert, mais en tout cas, c'est au-delà de... Ouais, du coup, ce principe de victimisation aussi, peut-être des criminels qui sont vus comme... Ils jouent avec la méta en cours. Ouais. Et s'il vient, oui, mais bon, vous savez, parce qu'il y a 400 ans, en fait, il se passait un truc dans mon pays et tout. Tu te rends compte, tu sais, parce qu'ils ont des gens en face qui sont des citadins, qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais vécu, tu vois, dans un endroit où il y a, par exemple, un truc que j'avais noté pour plus tard, mais où il n'y a pas de sûreté civile, tu vois, un endroit vraiment, tu vois, dans une favela, tu vois, un endroit où tu as encore un peu la loi de la jungle urbaine, etc. Non, les juges, attends, qu'est-ce qu'ils connaissent de ça, tu vois ? Qu'est-ce qu'ils connaissent du terre-terre ? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ça ? Que dalle. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est les personnes qui, entre guillemets, ne souffrent pas de l'insécurité qui vont t'expliquer pourquoi il y a de l'insécurité et t'expliquer pourquoi il continuera à avoir de l'insécurité parce qu'ils ne vont rien faire d'autoritaire pour défendre peut-être des responsables de l'insécurité. Et c'est toi, derrière, qui est victime et qui doit accepter ça. Ouais. C'est effrayant. Ouais, donc voilà, la défense des criminels qui est finalement beaucoup plus mise en avant que celle des innocents. La notion d'innocent qui est vachement... effacé, on l'entend rarement, j'ai l'impression, de dire mais cette personne, c'est un innocent, tu vois, c'est un brave Jean, voilà, qui n'a jamais blessé quelqu'un. C'est la majorité des gens. Et je dirais qu'il y a une humanisation aussi des criminels qui sont complètement inhumains et qui devraient être considérés juste comme des criminels. Et non, on nous explique qu'on doit les considérer comme des humains malgré leurs actes. Mais déjà, ça stoppe parce qu'en fait, tu peux pas juger quelqu'un correctement si tu es juste dans l'empathie. Et la justice n'est pas là pour être empathique, la justice est là pour être juste, pour être rationnelle, pour prendre des décisions et pour protéger la société. Donc on ne demande pas à un juge de nous expliquer pourquoi il a de la compassion pour le criminel. Ouais. C'est pas son rôle. Ouais. Et puis après j'ai mis le bien et le mal, mais bon voilà, pour rester dans le domaine de la justice, bon c'est peut-être très précis. Enfin, en tout cas, c'est dans tous les sujets qu'on a abordés, il y a ce truc dichotomie bien et mal qui est complètement flouté, et j'ai l'impression que dans le système judiciaire c'est complètement la même chose, voilà, alors que ce serait quand même l'endroit où on aimerait qu'il y ait un distinguo assez clair. Et qu'il soit pas émotionnel, encore une fois, je le répète, c'est pas le rôle du tribunal d'être émotionnel, c'est le rôle des petites gens, enfin c'est le rôle des victimes d'être dans l'émotion, puisque c'est comme ça qu'ils traverseront l'épreuve horrible qui leur tombe dessus. Par contre, le criminel, il est jugé par des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe émotionnellement, et qui du coup prennent des décisions radicales, autoritaires, rationnelles. Donc ils n'ont pas le droit d'être émotionnels en fait. Moi je veux pas voir des avocats ou des juges poster des tweets où ils expliquent pourquoi telle ou telle personne aurait agi comme ça, où ils parlent d'injustice sociale, etc. C'est pas votre rôle en fait. Faites votre taf. Mais c'est la nouvelle France, Mathilda. Et puis surtout, il n'y aura jamais dans le débat le fait qu'il y a d'autres moyens. Attends. Oui, mais vous savez, il a souffert. Et donc, il a tranché la gorge d'un pélo. D'accord. Oui, il y a plein de gens qui sont bien plus belles choses. Samuel Paty, oui, mais bon, tu sais aussi, mais tu sais, une fois, il a mentionné que quand même. Attends,
C'est mérité en vrai. Ouais, en vrai, franchement, il a abusé. Non, Bah, il a abusé. Non, mais c'est ça, la conclusion qui peut arriver très très vite, c'est de justifier des criminels au final. Le penchant dégueulasse de ça, c'est de partir du principe que du coup, des victimes peut-être l'auraient mérité presque. Samuel Paty, c'est presque un bon exemple. Et un autre sujet, mais je sais pas si on en parle après, mais qu'un crime moral est comme un crime physique. Oui, mais bon, il a parlé de ça, donc je peux bien le fumer. Alors, assis-toi, on va t'expliquer 2 secondes. Ouais. Non, mais ça rentre bien dans le sujet, là, je trouve. Carrément. Bon, ok, justice, voilà. Point 5 qui découle de ça, la morale postmoderne. Moi, la phrase que j'avais mis qui synthétise bien le sujet, je trouve, c'est « Il ne faudrait surtout pas être inhumain avec des gens qui ont fait des choses inhumaines. » Vous vous rendez compte ? Si on était inhumain avec les gens qui ont fait des choses inhumaines, mais ça ferait quoi de nous ? On serait des monstres ? Oui, alors ils ont fait des choses inhumaines de leur propre libre arbitre. Voilà, ils ont fait quelque chose d'inhumain, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois quand même ce que je veux dire, quoi. Ils ont fait quelque chose de terrible. On va les traiter comme si avec dignité. Ah bah c'est peut-être la dernière chose à faire. Je sais pas. Et pour revenir à ce que tu disais aussi sur l'aspect sentimental, restons dans un cercle très micro, c'est-à-dire il y a eu préjudice, la famille est touchée. C'est un enfant, c'est un machin, c'est un père, un frère qui a été tué, etc. Qu'est-ce que vous voulez, la famille ? Et donc, qu'est-ce que vous voulez, la famille ? On leur demande. Nous, notre position, ce serait de dire, bah, si t'es meurtrier, etc., on revient pas dessus, mais peine de mort. Voilà. Par contre, on peut demander à la famille, est-ce que vous voulez l'application de cette peine de mort ou est-ce que vous voulez un pardon, je ne sais pas quoi, ou voilà. Et potentiellement, on reste sur la famille, dans le sentiment, dans le deuil de la famille. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui savent le mieux. Tu vois, c'est une possibilité. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Bah oui, et le dernier truc, c'est que s'ils veulent pas et qu'ils disent non, pas de peine de mort, 30 ans de prison, qui paye ? Bon, ça va, non ? Bah, oui, déjà, c'est vrai qu'il y a ce sujet pratique, mais moi aussi, j'ai un peu de mal parce que je considère vraiment que l'institution judiciaire est censée être un espèce de troisième acteur, ce qui fait qu'en fait, les victimes n'ont pas à se faire justice elles-mêmes aussi, et n'ont pas à prendre position, tu vois. Et c'est quand même un soulagement, et c'est quand même aussi pour ce genre de choses qu'on fait société. C'est pour qu'il y ait des fonctionnements comme ça qui soulagent les victimes. Donc en fait, non, en fait, la justice doit être juste et doit être autoritaire, j'en reviens toujours à ça, pour justement permettre aux victimes de faire leur deuil et de passer à autre chose. Ouais, non, mais ouais, c'est peut-être un peu conçu. Bah, à la fois, non, c'est pas un poids que tu donnes aux familles, tu vois. C'est pas dire, et maintenant, vous allez devoir... Non, c'est, on vous offre ce choix, pilule bleue, pilule rouge, tu vois. Est-ce que vous voulez qu'on arrête sa vie, encore une fois, de manière noble, de manière, tu vois, pas de manière... spécialement cruel, non, on va le faire avec noblesse, mais par contre, on a un besoin en tant que civilisation d'ôter cette personne de la circulation parce qu'elle cause trop de dommages, en fait, et elle engendre trop de chaos, donc elle effrite vraiment notre socle civilisationnel. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que vous préférez solution A, solution B ? Quelque part, tu donnes du pouvoir, voilà, c'est pas à eux de faire justice. La décision, elle est rendue, mais tu peux dire non, je préfère qu'ils partent en exil dans une mine de cobalt pour permettre que la société tourne mieux du fruit de son travail, ou je préfère qu'on arrête sa vie, je sais pas. En fait, c'est juste aussi, Je sais pas, c'est vraiment... Non, mais oui, mais je trouve ça intéressant comme réflexion, mais j'en viens aussi à un exemple que j'avais vu il y a pas longtemps, qui avait tourné sur les réseaux, d'une jeune fille, je sais plus si elle était pakistanaise, vraiment, je suis pas sûre de ce que j'ai, mais peu importe, disons, une musulmane qui s'était fait violer par un homme, et du coup, il y a une loi qui avait été appliquée, qui est une loi de la charia, qui est une loi un petit peu œil pour œil, dent pour dent, et qui du coup partait du principe que celui qui avait violé devait être puni, mais la punition était la suivante, que sa sœur se fasse violer par le frère de celle qui a été violée. Ouais, faut qu'on trouve la ref, mais donc c'est la famille qui avait décidé de ça, et c'est une loi de la charia qui permet justement à la famille de demander réparation comme elle le souhaite. Voilà, je sais pas si nous ça en viendrait à là, mais je pense que ça peut être un penchant dangereux de ce genre de réflexion, tu vois, de mettre en cause la famille dans le choix de la punition. Bah là, il y aurait pas ça comme propal. Mais après, là où ça en dit long, il faudrait qu'il n'y ait pas ça comme propal. Et puis après, bien sûr, je trouve ça un peu craignos, mais qui sommes-nous pour juger ? Je peux comprendre, mais effectivement, je pense pas que ça fasse civilisation très très bien.
Et a priori, on le constate. Mais... Non, moi, je peux pas comprendre parce que c'est dupliquer l'horreur. Là, Bien sûr, non, mais je peux comprendre. Est-ce que je pense que il faut le faire? Certainement pas. Mais voilà, là, eux, ils appliquent clairement ce truc de non, mais attends, oh, tu m'as mis le seum là. On va te fumer. On va te remettre la sauce. Tu vas pas comprendre. Et en plus, c'est moi qui choisis. Regarde, on a tous les droits. Maintenant, tout le monde peut venir voir. Et vas-y, maintenant, c'est ta sœur qui va prendre. Yes, I. Voilà, bon, bah là, ça manque un peu de noblesse, effectivement, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que du coup, on en revient au point que tu as dit tout à l'heure, avec noblesse. Je redis le truc, c'était être noble dans la terreur infligée aux brutes. Ok. Bon, ok. Tac. Point 5, la morale postmoderne, ne pas être humain. Moi, alors, et point très intéressant que je trouvais, c'était, j'ai mis le théâtre de la vie réelle. C'est que les gens qui ont décidé que c'était complètement amoral d'appliquer la peine de mort sont, je sais pas, des magistrats, des politiciens, tu vois, des gens qui vivent très peu au contact du réel en ce qu'il a de plus dur et de plus froid, et tu vois, et qui pour le coup ont des consommations par exemple culturelles qui viennent du théâtre, de la musique classique, voilà, des choses qui peuvent être très belles par ailleurs, sauf que qui te créent un décalage moral quand même dans ta vie en tant qu'être humain, où tu manques peut-être de vision sur, par exemple, la dureté de la vie, je reviens pas sur voilà, mais sur à quel point il y a de l'horreur dans le monde, et que cette horreur, elle est très réelle, et que la violence physique, elle est très physique, et et ça fait très mal, et ça fait très peur, et ça existe. Je pense pas que Badinter a beaucoup côtoyé ça. Peut-être que je me gourre, tu vois, vu l'époque, peut-être que oui, j'ai vécu l'horreur de la guerre. Voilà. Bon, est-ce que t'étais au front? Faut voir. Mais peu importe, c'est pas pour accuser Badinter spécialement. Mais je veux dire, c'est un sujet plus global, que ces décisions-là sont prises par des citadins bourgeois. Voilà, et c'est pas pour dire qu'encore une fois, c'est pas bien d'être bourgeois. Non, mais des gens qui sont dans un univers très loin de celui notamment de la criminalité, de ce que ça engendre, de ce que la torture va engendrer, de ce que l'agression physique va engendrer, etc. Et donc, pour le dire très bêtement, des gens qui finalement consomment beaucoup de théâtre, avec un grand T, pour dire une représentation du réel, mais dans laquelle c'est un jeu. Voilà, ce n'est pas le réel. Et finalement, appliquent à la vraie vie ce qu'ils appliqueraient au théâtre en tant qu'art. Et donc, on ne peut pas quand même ôter la vie parce que c'est trop vilain quand même. Voilà, c'est vilain caca, pas beau. Il faut enlever ça. Et ce que ça crée, in fine, de se dire que maintenant, on joue le jeu de la vie, mais tu enlèves le fait que tu peux mourir quand même. Voilà, ce qui est par essence qui définit la vraie vie, quoi, avec un grand V. Et ben maintenant, on enlève ça de l'équation, ok ? On met une couche morale par-dessus toutes nos interactions, tout ce qui se produit pour nous en tant que civilisation, et on enlève la variable décès. D'accord ? Qu'est-ce que ça crée de la vie ? La vie est un jeu, en fait. La vie est un jeu en monde ouvert. Et je peux faire ça. Ah mince, là, je suis bloqué. Je vais devoir être dans cette cellule pendant 3 ans. Ensuite, tac, je ressors. Ensuite, je le dis bêtement, mais tu vois. Mais par contre, il n'y aura pas de fin du jeu total. C'est fini. Voilà, fin du jeu. Voilà. Et ça crée une espèce d'aliénation, je pense, majeure, où comme aujourd'hui, tu as des gens qui jouent aux jeux vidéo et ils vont pas mourir en jouant à leurs jeux vidéo, même si c'est méga immersif. Au pire, ils meurent, ils respawnent, ils réapparaissent. Voilà, ils ont perdu un peu de sous dans l'histoire, ils ont perdu du temps, voilà. Mais ils vont pas mourir quand même. Bon, si demain tu fais un jeu vidéo où le risque, c'est que quand tu meurs dans la vraie vie et c'est finito, tout le monde va changer de la manière de jouer. Ce qui rejoint sur le point de tout à l'heure, mais est-ce que c'est dissuasif ? Faisons le test, parce que je pense que les gens vont se comporter différemment. Voilà, donc la frontière entre le théâtre et la vraie vie qui se dissout complètement, et la vie elle-même devient une espèce d'arène de jeu où rien n'a vraiment de goût réel. Rien n'a de poids. Ouais, de vrai poids. Et après, j'avais mis crime moral, ça n'est pas égal à un crime physique. Référence aussi en Angleterre actuellement, où une espèce de milice l'application, j'ai envie de dire, de cette morale postmoderne, où on floute la frontière entre le verbal et le physique, et en fait, si t'as dit quelque chose de pas sympa, c'est comme si t'avais égorgé quelqu'un, d'accord ? Donc, t'as des gens qui égorgent des gens, et ils prendront moins cher que quelqu'un qui a juste commenté ça. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Et cette nouvelle expression de crime de haine, hate crime, ouais. Qui est vraiment utilisé du coup à tort et à travers, et à partir du moment où justement tu fais des blagues, tu fais des remarques un petit peu piquantes, notamment sur les réseaux sociaux,
tu peux te retrouver avec cette étiquette de crime de haine sur le front, et ce qui fait de toi une cible pour ces espèces de nouvelles milices, pour ces policiers qui se permettent d'entrer chez les gens ils pour font leur expliquer... le truc, ils font qu'appliquer oui, je sais, la loi. Oui, bien sûr. Mais qui, du coup, entrent chez les gens pour leur expliquer que ce qu'ils pensent est immoral et qu'ils n'ont pas le droit de penser de cette manière. Et que c'est méchant, globalement, la base de ça, c'est méchant. Et d'ailleurs, truc très bizarre, mais ils sont tous horribles, ces flics-là que tu vois dans les centaines de vidéos où ils débarquent chez des gens, ils débarquent à 2h du mat. Oui, mais c'est juste pour savoir, blablabla. C'est tous des golems, mais en puissance. Ils sont chelous, tu sais. On dirait c'est pas des êtres humains, c'est trop étrange. Parce que je pense que pas tout le monde accepte aussi de faire ce ils sont sélectionnés comme ça. Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui se trame, c'est insupportable. Alors, je sais pas si toi t'étais flic, par exemple, t'accepterais pas de le faire, tu vois. Je sais pas si pour autant tu démissionnerais. Non, tu dirais peut-être cette mission, c'est non. Ouais, c'est peut-être clair. Que c'est toujours les pires personnes qui se retrouvent à faire ça. Sûrement, en partie, ouais. Alors ensuite, soit on passe sur le point l'Église, qui sera plus ton point, soit on avait oublié de mettre dans le truc géopolitique et sentiment. Peut-être on finit là-dessus parce que ça rejoint un peu, on a dit il y a pas longtemps, on parlait de sentimentalisme, etc. Et après on passe sur l'aspect Église. Les géopolitiques et sentiments, c'était dire sentimentalisme chaud versus des problématiques géopolitiques froides. Géopolitique, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pour dire c'est quand même des enjeux de civilisation, des enjeux de société très macro et qui ont une portée qui dépasse quand même le sentiment de chacun de dire mais c'est triste, regardez, on fait ça. D'accord, mais derrière il y a des besoins de faire tourner une société dans laquelle les gens ont de la confiance, dans laquelle les gens ont de l'espoir, dans laquelle les gens sont en sécurité, etc. etc. Donc faire du micro-sentimentalisme au cas par cas et dire voilà, mais vous vous rendez compte, il va être enfermé, on va le tuer, etc. etc. C'est pas forcément le plus pertinent. Je sais pas si t'as un truc à dire, parce que toi, c'est un truc souvent qui te trigger un peu, cet aspect, tout passe par, tu vois, le petit sentiment que, le sentimentalisme, la poésie, le fait que, mais tu te rends compte, je ressens ça, et donc, parce que je ressens ça, il faudrait se comporter comme ça, tu vois. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est ce qu'on nous donne à nous, le peuple, en nous disant, vous, régalez-vous de ces petits sentiments et de ce sentimentalisme, de cet émotionnalisme, et nous, qui sommes en haut de la hiérarchie et qui contrôlons tout, qui n'avons donc aucun rapport avec ce qui se passe concrètement dans vos vies et les douleurs que vous subissez, on n'en a aucune idée, et surtout, on s'en fout, parce qu'il y a vraiment une froideur chez les personnes haut placées qui est vérifiable, qui se voit, qui se lit dans leurs yeux, dans leurs actes et dans leurs paroles. Et du coup, nous, on est dans cette espèce de petit game de devoir vivre dans l'émotion, dans la sensation, etc. Et eux, ils vivent dans les actions, dans le contrôle, dans l'argent. Et il y a une espèce d'énorme césure qui se fait, parce qu'eux ne vivent pas dans la vraie vie et donc n'ont pas besoin d'émotion, de sentimentalisme. Et nous, on n'a que ça, parce qu'on n'a aucun levier, on ne peut pas majoritairement changer notre vie, on ne peut pas majoritairement changer nos douleurs. Et donc, tout ce qui nous reste, c'est le sentimentalisme. Et la réalité, c'est que si tu veux espérer un peu mieux, je pense qu'il faut un peu t'en défaire pour justement être dans l'action et non pas dans l'émotion. Donc là, tu dis comment le vivre, quoi, en tant que personne, comment vivre ce sujet-là ? Moi, c'est ça en ce moment que j'ai dans la tête, de me dire justement, oui... c'est pas en étant tout le temps brimé par tes propres émotions, Mathilda, que tu feras quoi que ce soit. Ça, déjà, c'est sûr. Et surtout, je me rends compte de justement cette injustice qui est de dire que les gens qui nous dirigent n'en ont que faire des émotions, puisque eux, ils ne subissent rien presque. Et nous, c'est tout ce qui nous reste. Et du coup, on s'y attache. Et eux, ils l'utilisent parce qu'ils savent qu'on vit par ça. Et du coup, ils nous bombardent de médias, de films qui sont moralisateurs et mais qui sont sensibles, tu vois, qui viennent vraiment nous chercher sur notre langage. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris comment on fonctionnait et ils viennent nous dire ça, c'est mauvais, ça fait peur, ça donne envie, ça donne pas envie. Enfant, et ça, c'est... Mais ça fait pleurer. Et toi... derrière ton écran, tu pleures comme ça et du coup, tu fais tout ce qu'ils veulent. Et du coup, moi, mon sujet, c'est de dire que si tu veux avoir une certaine souveraineté de pensée, une certaine indépendance d'esprit, tu ne peux pas te laisser aller au sentimentalisme. Parce que c'est là où il tombe, en fait. Ouais, ce sera ta défense, quoi. D'avoir conscience de ce que tu viens de dire, là. Et que... t'as toujours une longueur d'avance. Hein. Non, mais c'est... Ça se trouve, c'est faux, et ça se trouve, c'est... tu vois, on peut vite tirer la clochette du complotisme. Non, mais là où c'est très intéressant... Oui, bien sûr, mais là où c'est intéressant, c'est que déjà, tu vois, c'est pas un sujet qu'on offre. Moi, j'ai jamais entendu vraiment dire ça, à part via toi, et que c'est un espèce de manuel de survie
manuel de survie morale dans une société gangrénée par plein de... Je sais pas comment dire. Si la société part en cacahuète et que, par exemple, le bien, le mal, ça veut plus rien dire, tu vois, un innocent, ça veut plus rien dire, eh ben, tu perds pied, tu vois. Tu ne sais plus. Peut-être que moi, en fait, là aussi, le fait qu'on fasse ça, par exemple, c'est un hate crime, tu vois. C'est vraiment mauvais. Et on va devoir aller en tôle. Et on va devoir même subir la peine de mort, puisqu'en plus, on l'a même défendu. Donc, alors, tiens, Charlie Kirk, il défendait les armes. Il s'est fait tuer par une arme. Attends, c'est pas le sujet en fait, tu vois. Oui, et ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ça, c'est petit manuel de survie en milieu sociétal hostile. Attention, méfie-toi. Les armes des puissants seront celles-ci, celles-ci, celles-ci. Ils vont t'avoir par la peau des couilles, par ce sentimentalisme, par la chaleur, tu vois, les petites choses de regarde là, ça fait pleurer tout ce que tu as dit, mais tu vois, un petit enfant, il est malade et la regarde et la grand-mère et machin, nanana. Oui, c'est triste, enfin, voilà, c'est pas pour dire on s'en fout. Oui, non, oui, bien sûr. Sauf que les gens qui ont énormément soif de pouvoir, de contrôle, etc., qui a priori ont un problème avec ça bien plus marqué que nous ou que 95% du peuple français en ce qui nous concerne, eh ben, c'est des choses qu'ils savent et eux, ils ont un objectif. Voilà. Toi, ton objectif, c'est faire ta petite life. Eux, leur objectif, potentiellement, c'est je veux qu'on me voie et avoir du pouvoir, ok ? Pourquoi ? Parce que je suis exceptionnel. J'en sais rien, c'est quoi leur truc, mais bref. En tout cas, ils ont faim, ils ont de l'ambition, etc. Donc, ce que tu dis, pour moi, voilà, c'est sache ces choses-là. On va venir te chercher par les sentiments. Ne fais pas que du sentiment, quoi. Parce que sinon, tu n'auras aucune vision, tu ne te rendras pas compte de ce qui se passe. Et c'est vrai que dans le sujet de la morale, souvent les gens en viennent à leurs émotions et à leurs sentiments en disant justement, moi je trouve que c'est une mauvaise chose parce que ça me rend triste, parce que ça me met en colère, parce que blablabla. Mais en fait, quand on réfléchit vraiment à une... je sais pas comment dire, une philosophie une philosophie de fonctionnement, c'est-à-dire quand par exemple on essaye d'établir les règles d'une structure, par exemple là le système judiciaire français, on ne peut pas se reposer sur du sentimentalisme parce que ce n'est pas... comme c'est de la subjectivité, ça n'est pas de la bonne matière à réfléchir une construction. Je ne sais pas si c'est clair. Je dirais presque l'inverse éventuellement. Que justement, ça doit être le point de départ. Comme comment tu vas, pour ce qui nous concerne, comment juger de ça, comment réagir, regarde ce que ça crée, tu vois. Toi, demain, tu as une fille, elle se fait tuer, etc. Quel goût ça a et quelle envie on a, quelle réaction on a envie d'avoir à ça, et ben, les humains auront telle réaction, voilà, c'est vraiment du sentiment. Et là-dedans, on fait le tri de, bon, ça, on peut pas se permettre de le garder, tu vois. Mais ça, on peut se permettre de le garder, ça continuera de faire civilisation, donc c'est ça qu'on va créer. Plutôt que de partir de quelque chose de très... Ce serait quoi la proposition Non, ouais, ce serait de dire que justement, les répercussions émotionnelles, par exemple, d'un crime, c'est un donné, tu vois. Mais il y a plusieurs autres données à prendre en considération. Par exemple, c'est quoi ? C'est, pardon ? Une donnée, pardon. Ah, ok. Oui, j'ai dit un donné. Une donnée, et qu'il y a d'autres données à prendre en considération, notamment les répercussions futures que ça pourrait avoir. C'est-à-dire que si un criminel n'est pas mis hors d'état de nuire, il pourrait recommencer, donc blesser d'autres personnes. Ça, c'est une autre donnée. Troisième donnée, ça peut être justement, on va en parler juste après, l'économie du pays. Si un criminel met à mal l'économie du pays, mais n'apporte absolument rien, c'est une donnée aussi de comment réfléchir les règles. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que humainement, comme on n'a pas forcément la responsabilité d'ériger des structures, on a la facilité de se dire, je préfère réfléchir de manière émotionnelle et je préfère me positionner émotionnellement face à un sujet. Mais en fait, tu ne peux pas construire si tu es dans l'émotion. C'est aussi par la rationalité et par une certaine froideur que tu peux construire des choses qui répondent à des problèmes. Le plus important, c'est répondre aux problèmes. Quel est le problème ? Protéger la société. Comment on le fait ? Je sais pas, on met en place des règles. Comment on réfléchit ces règles ? Pas par les émotions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par les émotions, t'es souvent mal guidé. Ça peut être un point de départ, parce que ça pointe du doigt le problème, mais ça peut pas être une boussole, quoi. C'est ça que je veux dire. Super. T'es incroyable. Mais arrête. T'es le GOAT. Mais arrête. Écoute, c'est dit. Et tu vas devoir continuer d'ailleurs, parce que c'est sujet où je suis pas l'expert. Mais pardon. Toujours plus oreille. Super viril. Alors si, pour finir juste sur cet aspect-là, quand même, pour mon petit truc, ça rejoint
l'épisode précédent, ou je sais plus, mais sur la virilité, etc., et de dire que finalement, aujourd'hui, tout fonctionne par ce sentimentalisme, qui serait aussi un petit peu le fruit de l'éradication de la virilité et de l'homme dans les schémas hiérarchiques et dans les places de pouvoir. Voilà, bon, évidemment, on va pas se faire des amis non plus en disant ça, mais qu'il y a en tout cas, parce que je suis peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, il y a une féminisation de tous les aspects sociétaux, qui est complètement aligné. Alors, est-ce que c'est l'un qui la poule ou l'œuf? Mais en tout cas, et tout maintenant passe par ce sentimentalisme-là, qui a priori serait plutôt le fait des femmes, là où les hommes avaient cette main froide, potentiellement beaucoup plus facile, facilement capable d'appliquer des raisonnements logiques, froids, voilà, un truc qu'on a un peu perdu. Voilà, et donc le point suivant, c'était la place de la religion, bon, en l'occurrence de plutôt l'Église catholique. Oui. Là-dedans, je lance le truc avec l'idée était que oui, mais par exemple, l'Église catholique, elle te dit bien qu'il ne faut pas tuer, et tuer, c'est mal. Donc, peu importe par où on le prendrait, en tant que société laïque, athée, ce que tu veux, ou en tant que société religieuse, de toute façon, c'est mal. Tu vois ? Et donc, on ne peut pas se permettre de tuer des gens et donc de tuer des criminels finalement. Ça a du sens, cette intro, tu vois. Carrément. J'étais complètement coincée là-dedans et c'est pour ça que j'étais persuadée que la peine de mort était une horrible pratique et que c'était une bénédiction qu'on ait réussi à l'abolir, jusqu'à ce que je me rende compte que l'insécurité grandissait en France et que je me demande pourquoi on n'arrive pas justement à être en sécurité et à vivre en paix. Et ces sujets m'ont poussé à questionner un petit peu ce positionnement de l'Église qui, d'une certaine manière, et c'est horrible de le dire comme ça, mais me paraissait un peu faiblard. Et je me demandais à quel moment la morale et la notion du bien peut entraîner autant de mauvaises choses. Et à quel moment c'est possible, cette espèce de causalité horrible, de partir du principe que si tu veux faire le bien, tu ne tues pas, mais que du coup, ça peut entraîner énormément de victimes, tu vois. Juste cette causalité de base. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et la personne la plus intéressante, je pense, que j'ai pu entendre sur le sujet, c'est, je le cite parce qu'il parle très bien du sujet et qu'il est infiniment plus pointu que moi sur le sujet, mais c'est Adrien Abosi, qui est un auteur et philosophe français et qui fait des vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il y a une vidéo qui m'avait beaucoup... Non, mais c'est incroyable, il y a une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, qui parlait de la fausse charité conciliaire, et c'est une vidéo assez courte en plus, donc c'est facile de l'écouter. Et du coup, cet homme défend, à juste titre selon moi, que Vatican II, qui est une réforme qui a été mise en place dans l'Église catholique j'ai la date exacte, donc je vais juste vérifier. Vatican 2002, II, non, 1962-65. Ah ouais, ok. Donc il y a quand même un petit moment, et qui visait à donc réformer l'Église, mais dans l'idée de faire une espèce de mise à jour qui serait propice à notre monde moderne, c'est-à-dire d'adapter la religion catholique, qui est une religion très ancrée dans les traditions, à ce monde moderne, de la rendre plus accessible, notamment par sa forme, c'est-à-dire arrêter de parler en latin et faire une messe dans la langue des peuples qui l'écoutent, c'est-à-dire en français en France, en italien en Italie, etc., et de la rendre plus accessible peut-être à des personnes qui auraient des difficultés à comprendre ses traditions et ses origines, etc. etc. Nivellement par le bas. Moi, c'est ce que je vois, et j'invite, peut-être s'il y a des catholiques qui écoutent ce podcast, je vous invite vraiment à aller dans une église traditionnaliste. Vous serez choqués. C'est vraiment, moi, quand j'ai découvert ça grâce à mon grand-père, j'ai vraiment découvert une beauté infiniment plus impressionnante que les églises actuelles. Prêche, là. Non, mais il faut... Enfin, vraiment, c'est magnifique. Allez-y. En tout cas... Bon, mais attends, parce que là aussi, ce que tu dis, conciliaire et Vatican, voilà... Moi, étant pas érudit sur le sujet, et n'étant pas catholique, etc., faut quand même préciser que faut s'y connaître un peu quand même. Faut, voilà, notamment si tu vas voir. Justement, c'est pour ça que je le cite. Parce en tout cas, des catholiques, ça les suis... intéressera, c'est certain. En tout cas, des chrétiens, ça les intéressera. Sinon, voilà. Faut en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu vraiment un changement dans le positionnement de l'Église par rapport à la peine capitale. Et en fait, on remarque que traditionnellement, l'Église se positionnait plutôt pour. Alors ça ne veut pas dire dans l'idée de tuer les gens qui font des mauvaises choses, absolument pas, mais dans l'idée de dire
il faut protéger les innocents. Et aujourd'hui, avec Vatican II, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans l'Église, beaucoup de positionnements qui ont évolué dans l'Église, et notamment en 2018, le pape François indique que l'Église se positionne contre la peine de mort et qu'elle visera désormais à l'abolir dans tous les pays du monde. Okay. Donc c'est 2018. Je veux dire, il y a si peu de temps, c'est si nouveau. Ça fait quand même 2018 ans de fonctionnement autre. Enfin, voilà. C'est très, mais voilà. Puis, non, mais en vrai, ça va pas. Et il y a beaucoup de traditionalistes qui s'inquiètent de cette modernisation de l'Église catholique. Moi, j'en fais partie. Et qui justement se posent des questions parce que l'idée de Vatican II, c'était, d'adapter l'Église à ce monde moderne. Mais c'est un petit peu inquiétant de partir du principe que tant d'années de tradition sont maintenant balayées par le monde moderne qui est, selon certaines personnes, plein de satanisme et que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas à l'Église de s'adapter. En tout cas, moi, quand j'ai lu toutes ces choses, ça m'a vraiment rassurée parce que je me suis dit « Ah, mais attends, toutes ces inquiétudes et toutes ces réflexions que j'ai dans ma tête, elles sortent pas de nulle part, en fait. Au contraire, la religion que j'affectionne et dans laquelle j'ai envie de vivre est au contraire de base d'accord avec moi. Et maintenant, tout ce qu'on me dit en mode, justement, tu ne tueras point, donc la peine de mort est un péché, c'est un espèce de nouveau discours qui n'a jamais existé avant ça et qui n'est pas dans la Bible. C'est du wokisme ecclésiastique. C'est magnifiquement dit. Et qui n'existe pas dans la Bible et qui presque, j'ai envie de dire, n'a pas de valeur. Là, je vais peut-être me faire tomber dessus par des personnes qui partent du principe que c'est du blasphème de dire ça, puisque je contredis des paroles du pape. Voilà, je suis un peu timide de dire ça, parce que c'est un sujet qui est compliqué. En tout cas, l'Église ne se positionne pas contre la peine de mort avant 2018. Et ça, c'est quand même important de le lire. Ouais, juste ça. Et je pense que ça peut rassurer pas mal de personnes. Ouais, ok. Très bien. Basta ? Ouais. Tu as dit ce que tu avais à dire. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'y connais pas grand-chose. Maintenant, le coût. Oui, là, on a des petites statistiques. En plus, on va se régaler. Ouais, incroyable. J'introduis. Je sais pas, tu veux introduire ? J'introduis. Vas-y. Donc, pour parler de manière plus pragmatique, et d'ailleurs, on aurait peut-être dû mettre ce truc-là au début, parce que je me dis que c'est le plus facile d'accès, un peu, puis voilà, tu vois, ça aurait pu peut-être faire du watch time. Oula. Mais elle est de retour, c'est pas possible. Le chat débarque. Tu veux nous parler un petit peu de la peine de mort, Mouchèche ? Tiens, mets-toi pas sur les En tout cas, on va peut-être lui octroyer, vu ce comportement. Oui, là, c'est nickel. Voilà. Là, t'es bien. Là, c'est nickel. Ok, sorry. Donc, le coût, effectivement, on aurait pu en parler plus tôt, mais voilà, c'est plus pragmatique, plus factuel. Quand on dit le coût, alors c'est pas le coût de la peine de mort, c'est plus le coût de l'absence de peine de mort, parce que manifestement, c'est quand même ça qui coûte le plus cher. Petit truc très bête, mais que je n'ai jamais entendu, parce qu'on vient d'une époque où, comme on l'a dit, mais voilà, ça n'était pas un sujet tout ça, et on sort du socialisme outrancier, issu de l'abondance de la deuxième moitié du XXe siècle, mais ça a un coût tout ça, qui paye vous, voilà. Déjà. Et donc, quand quelqu'un est incarcéré, on a bien vérifié quand même sur pas mal d'aspects, mais de base, la nourriture est payée 3 fois par jour, voilà, c'est important de le dire, un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, les repas doivent être de qualité et doivent être diversifiés et préparés avec soin. D'accord, et s'adapter aux coutumes, au régime alimentaire de chacun, religieuse ou autre. Formidable, voilà, je suis content, moi, de contribuer à ça. L'êtes-vous ? Vous nous direz. Voilà, ça c'est important de le dire comme ça aussi simplement. Les problématiques de santé sont également couvertes. Alors oui, effectivement, ça ne doit pas être non plus la dinguerie, mais bon, quand même, ça coûte Ils à ont peu plus près... facilement accès aux médecins que nous. Par exemple, nous, là, si aujourd'hui on veut prendre un rendez-vous avec un spécialiste, ça va être la galère. Eux, ils ont des rendez-vous avec des médecins qui viennent directement en prison pour vérifier qu'ils vont bien. Et c'est pas eux qui payent, c'est nous. Voilà. Donc voilà. Si tu veux, avec ton petit déjeuner en plus,
un Kinder Bueno, un Iced Tea, voilà. Des clopes. Bon, tu lâcheras 1,50€ quand même de ta poche pour avoir un petit bonus, si tu trouvais que c'était un petit peu maigre. Voilà. Bon, c'est même un peu des prix d'aéroport. J'avais vu que c'était un peu plus cher que si tu vas. Quand même ouais, c'est un peu plus cher. Bon, parce que c'est des traiteurs qui leur amènent les trucs. Ah bah top, ok. Bon, bah, non, mais c'est absolument lunaire. des traiteurs, c'est pas de la nourriture cuisinée pour eux, mais ouais, voilà. Ok, bon. Ça coûte un peu plus cher. C'est quand même lunaire. L'électricité. Pour activer leur chargeur de smartphone, leur PlayStation 5, leur télé, etc., c'est payé par vous. Le chauffage, c'est payé par vous. L'eau chaude, c'est payé par vous, etc., etc., etc. Alors oui, les conditions, c'est pas idyllique. Moi, j'ai tendance... hier, on parlait de ça. Toi, tu disais quand même, en gros... ils vivent dans le confort, sans se dire que ça vit dans le confort. Toujours est-il qu'il y a des gens qui galèrent à trouver un 14 mètres carrés, qui vont payer 800 balles par mois, qui vont galérer à payer leur plat de pâtes, leur chauffage, etc. et qu'ils iront en fripe pour choper quelques fringues. Bon, bah là, tu vis globalement mieux. En tout cas, si t'es le profil type du mec incarcéré, voilà, et que t'es pas comme toi ou moi et que on te jette dans la fosse aux lions au milieu de gars qui vont juste essayer de te dépouiller, bah t'es pas si mal parce que finalement t'es avec quand même des mecs qui te ressemblent, on se comprend, on a le même jargon, bon voilà, tu vois ce que je veux dire, on est quand même très proches les uns les autres, même si on a chacun commis des crimes différents. Donc j'ai une cellule, j'ai pas froid, je n'ai pas faim, je peux fumer mes bédos, je peux aller sur Telegram, etc., etc. C'est vous qui payez. Alors peut-être pas la Play 5, etc., mais l'électricité qui passe dedans, si. Donc ça, c'est un coût. Pour être plus concret, rien que par exemple pour le médical, c'est 5 000 € par an. Ouais, c'est ça. 5 000 € par personne incarcérée. Donc ça s'éloigne aussi de l'histoire de peine de mort criminelle et tout. Là, c'est peu importe la peine. Mais bon, c'est quand même déjà ça. Toi, t'avais... Moi, j'avais d'autres statistiques. C'était un détenu par jour, c'est 105 €. Alors minimum, mais minimum plus 105 €. Ouais. Et du coup, s'ils sont dans des accompagnements psychiatriques, donc s'ils sont soit dans des hôpitaux psychiatriques, soit des fois c'est juste des cellules en prison qui sont accompagnées, c'est plus entre, c'est toi qui avais regardé, c'est plus entre 600 et 1000 €. 600 et 1100 €, ouais. 1100 € par jour. Par jour. Donc typiquement cet argument qui revient souvent de dire oui, mais telle personne qui est schizophrène a besoin d'un accompagnement. Oui, alors par contre, l'accompagnement, c'est nous qui le payons, ça coûte extrêmement cher et cette personne potentiellement ne pourra jamais sortir de prison et réintégrer la société correctement puisqu'elle est schizophrène et que c'est pas une maladie qui spécialement tu parles de schizophrène meurtrier. Oui, évidemment. Parce que bon, le fait que via notre sécu, machin, bon, bah, effectivement, on contribue au fait que des gens puissent aller en HP qui sont psychotiques, schizophrènes, ce que tu veux. C'est quand même un autre débat. Et puis, a priori, effectivement, on ne serait pas mécontent si demain on fait un crash total de pouvoir aller en HP. Bon, c'est complètement hors sujet. Ça. Mais voilà, parce que en fait, le sujet c'est que ça a ramené, c'était dans les justifications, tout ça, c'est toujours oui, mais un tel, il a fait ça, il ou elle a tué tant de personnes, ça, mais c'est un déséquilibré. Voilà. Il n'avait pas toute sa tête, etc. Donc, non, il n'est pas apte à aller en prison. On va le mettre en établissement spécialisé. Ok. Le coût de l'établissement spécialisé, 1000 balles par jour. Allez, let's go. Voilà. Et qui paye, voilà. Et toujours l'électricité, le chauffage, machin. Puis maintenant, des médecins qualifiés, des gens qui ont quand même des salaires un petit peu élevés, etc. Plus de surveillance, etc. C'est pas pour dire que c'est pas bien qu'ils aient un salaire élevé. C'est pour dire que ça coûte une blinde parce que tu es obligé d'avoir des gens plus pointus. Il faut être vraiment dans le care, il faut être là, etc., etc. Il y a des budgets de médoc, il y a des budgets de plein de choses. Donc c'est le pire du pire, quoi. Et le sujet, c'est pas de dire oui, mais il est schizo, donc en fait on va le pardonner et on va machin. Il est schizo, donc en fait si on le remet, voilà, ça va partir en sucette. Oui, c'est terrible, mais oui, au bout d'un moment, il faut mettre le tragique quelque part. Le tragique sera que malheureusement, on doit se séparer de cette personne parce qu'elle va engendrer le chaos. Oui, elle a tiré une mauvaise boule à la loterie de la vie, je ne sais pas. Oui, c'est malheureux. Mais au bout d'un moment, qui protège-t-on ? Et on rejoint plein de choses qu'on a déjà dit. Donc ouais, 50 cas par an, globalement, pour quelqu'un qui est en prison. C'est le coût d'un détenu. Que ça nous revient en tant que peuple. Voilà. Du coup, c'est 5 milliards par an qui sont versés par l'État pour gérer tous les détenus en France, en partant du principe que les prisons sont remplies, donc il y a déjà 5 milliards qui sont envoyés pour ça, et c'est même pas suffisant pour mettre en prison toutes les personnes qui le méritent. Quand même encore à repositionner. Mais qui es-tu pour dire qu'elle le mérite ?
Bah c'est justement, moi je veux pas être la personne qui décide qu'il le mérite. J'ai pas fait les études pour me retrouver juge. Parce que c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Par contre, des podcasts à la con. Voilà, moi je préfère faire des podcasts où je passe pour une radicaliste, une radicale, pardon, je sais pas. Bref, mais en tout cas, j'ai le droit en tant que citoyenne de remettre en question le système judiciaire de mon pays. Absolument pas. Ça, c'est ce que tu crois sur le papier. Bah, j'ai le droit maintenant. Mais soyons candides. Il y a peut-être des gens qui vont me tomber dessus, mais en principe, j'ai le droit, c'est mon droit citoyen, de remettre en question le fonctionnement de mon pays. Je pense qu'on peut peut-être se faire attaquer par le syndicat de la magistrature pour juste des choses qu'on a dit. Ça me paraît probable, voilà. Mais on peut le voir de ta manière, être très candide. J'ai quand même le droit de critiquer, non ? Quand même le droit de critiquer le fonctionnement de mon pays. À voir, hein. C'est sûrement entre les deux. Ouais. Ok. En principe, j'ai le droit. Oui. Voilà. Oui. Okay. J'ai envie de penser que j'ai le droit. Oui. La démocratie, c'est génial. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, je sais ce que je voulais dire. Okay. Donc, c'est que ça, c'est pour l'aspect coût monétaire, économique, etc. C'est un problème, c'est un coût, voilà. Je vais le dire aussi bêtement, mais tuer les gens, ça coûte moins cher que les entretenir pendant 45 ans. Voilà. Alors 45 ans, tu ne peux pas faire 45 ans de prison, mais tu peux faire 30 plus 15 ou voilà. En tout cas 30 ans, puisque de toute façon, en plus la perpétuité, ça n'existe pas et que quoi qu'il arrive, si tu ne décèdes pas, tu pourras ressortir. C'est certain, si tu as commis un crime avant tes 40 ans par exemple, a priori tu ressortiras. Donc on va dire que c'est tant mieux. Ouais, mais il faut qu'elle se barre là, c'est pas possible. En tout cas, voilà, c'est un coût énorme, c'est des millions, je sais pas exactement, mais enfin, voilà. Moi, j'ai fait mon calcul pour les gens qui sont vraiment criminels, qui ont fait au moins un crime et plus, qui sont incarcérés pour cela. C'est à peu près, c'est un peu plus de 5000 personnes en 2025. Ça me paraît très peu. Mais bon, apparemment, c'est 5000 personnes. Et donc, avec le calcul, c'est à peu près 250 millions. Donc, on les prend, je sais pas, 250 millions, je me dis, c'est une petite somme, certes, ça va pas sauver 1000 milliards de dettes, mais c'est déjà ça de prix, plus le fait de changer aussi l'approche du confort qu'on vient d'aborder en prison et de réduire tout x10, et le travail, par exemple, qu'on mentionnait pour la prison du Salvador, le travail devrait être absolument obligatoire, parce que déjà, le travail, et c'est ce qui se passe dans la prison en question, c'est que tu travailles jusqu'à un certain seuil, qui est le seuil que tu as gagné ta bouffe, tu as gagné, tu vas pouvoir bouffer, tu vas pouvoir, voilà. Puis, tu vas continuer, ça va permettre qu'ils cousent beaucoup, ils font beaucoup de couture, etc., par exemple. Et ben, tu as créé du textile, ce truc-là permet d'apporter de la valeur à la société, etc., etc., et donc, au moins travailler pour payer ta bouffe, ton chauffage, etc., quoi. Et payer pour qu'il y a une centrale nucléaire, par exemple, ou un barrage qui a tourné aujourd'hui, qui fait que tu joues à la play et que, voilà, et ben, c'est toi qui vas pédaler, mon grand. C'est quand même pas les autres, quoi. C'est lunaire. Donc voilà, d'un côté, déjà être beaucoup plus main de fer sur les actes qui sont vraiment les plus graves, terrorisme, meurtre, etc., etc., ça dégage, voilà, gros coup de pression, ça va calmer tout le monde et on réfléchira à 2 fois avant de passer à l'acte. Donc ça, nous on pense que ça marche. Pour ceux qui sont en prison globalement, la prison, il faut qu'elle fasse peur. Aujourd'hui, elle ne fait plus peur. Nous, elle nous fait peur parce qu'on sait que si on y va, on se dit voilà, on va répercussions sociales. Attention, en fait. Ça va être très dur. Ouais, mais même, ça va être compliqué. Moi, je vais pas être avec des gens, on a la même life, hein, tu vois. Ça va être quand même, voilà, va falloir que je trace un trait dans le sable, que je m'impose, que j'installe un thème, que j'arrive à me faire respecter, etc., etc. Ça va être très difficile. Mais si tu es déjà, de toute façon, dans un schéma, entre guillemets, de banditisme, ou de petit banditisme, et que tu es déjà une petite racaille, ça va être finalement pas si différent de ce que tu connais déjà dans le narratif dans lequel tu es dans ta vie normale. Et donc, ça ne fait pas peur. Donc, il faut que ça fasse peur. Il faut que tu saches que tu vas avoir froid. Il faut que tu saches que tu vas avoir faim. Et que si tu veux gagner ta rédemption et des conditions d'incarcération meilleures, tu vas bosser, mon gars. Et je pense que c'est une très belle approche. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de noblesse là-dedans. Parce que le fait de te donner du travail, déjà, je trouve que c'est un acte, tu vois, ça te donne un exutoire dans lequel ta repentance pourra trouver un terrain, tu vois. Tu vas travailler pour les autres qui sont à l'extérieur, qui essayent de construire, qui essayent de faire des choses bien, entre guillemets. Et ben, toi, tu vas contribuer à ça. Voilà ta repentance, tu sais. Et tu les occupes pas à fumer des ouinges et à taper leur meilleur FIFA sur la Play.
En fait, tu essayes de les reconstruire en bons citoyens, quoi, tout simplement. En tout cas, tu peux pas faire mieux là pour ces histoires de seconde chance, de machin. Écoute, ça passe par le travail, mon grand. C'est travail avec un grand T, et peut-être que tu savais pas avant ce que c'était parce que tu contournais les règles pour essayer juste de faire du blé, mais en créant le chaos au passage. Maintenant, on va te montrer ce que c'est, tu vois. En tout cas, t'avais un truc à dire ? Non, du coup, ça revient, je trouve, au sujet du sentimentalisme, que c'est pas par le sentimentalisme que tu trouves des solutions. Là, le problème, on va dire qu'on a pris du coup plutôt des criminels qui ne sont pas passibles de la peine de mort, qui auraient fait des crimes peut-être un peu plus légers et qui du coup se retrouvent en prison. Le problème, c'est comment on va faire de ces criminels des bons citoyens pour qu'ils puissent réintégrer la société. Et pour répondre à ce besoin, il ne faut pas s'apitoyer sur leur sort, il faut trouver une manière de les changer. Voilà. Ouais, et le travail, c'est déjà très bien. Donc le coût, ça reste sur le coût financier, mais il faut que ça passe par le travail. Il faut qu'il y ait de la valeur. En fait, faut qu'il y ait du bénéfice qui sort de ça. Il faut mettre ce moment qui est certes terrible, qui est certes machin, à profit. Voilà. Par l'effort, je dirais par même. Par l'effort, par le travail. Voilà. On n'a pas parlé de la culture aussi, mais le fait qu'ils ont plus accès finalement, que quelqu'un qui est au SMIC, qu'un galérien qui vit en banlieue et qui galère à payer son 20 mètres carrés, la quantité de culture à laquelle il a accès, alors il peut, s'il fait vraiment l'effort, avoir accès. En prison, sans rien demander, il aura accès à de la culture. Médiation culturelle, la médiation par culturelle l'État, plus, etc. Toujours, c'est vous qui payez. Et il faut savoir qu'en tant qu'artiste, moi je le sais parce que je travaille en tant que danseuse-interprète, c'est une bonne gage pour les artistes de trouver des cachets pour des endroits qui sont dits défavorisés. C'est-à-dire que si tu montes un spectacle et que tu essayes de le vendre à des prisons en France, tu sais que tu peux gagner de l'argent assez facilement. Voilà, il faut quand même le savoir que c'est un bruit qui circule, quoi. Donc, mais moi, je suis presque pour. Hein. Non, mais moi je trouve que la médiation culturelle est une chose hyper intéressante et qu'en effet, tu fais aussi des gens de meilleures personnes en leur offrant de l'espoir et de la valeur, etc. Mais pas contre rien, en fait. Tout se mérite. C'est toujours cette question. Encore une fois, et limite, tu fais un truc où c'est, écoutez les gars, nous on vous propose demain, tu vois, vous écoutez un espèce de rappeur horrible que vous adorez, etc. Et ben allez, pourquoi pas, il peut venir, tu vois. Vous allez bosser, si vous arrivez à tel seuil de truc. Il vient. Donc, ce qu'on disait par exemple sur ce travail, le travail aussi, c'est de dire, par exemple, demain, en prison, tu bosses, tu fais du textile et vous assemblez, déjà vous apprenez à coudre, vous apprendrez des trucs, et vous faites tous les uniformes de tous les services publics, de tous les pompiers, tous les flics, tous les profs, tout ce que tu veux, etc. Si on revient à un certain uniforme à l'école. Vous faites ça, si vous faites de la surperf, si vous êtes chaud, ok, vraiment récompense, tu vois, le bâton, la carotte et le bâton. Si vous allez jusqu'à tel seuil, on vous fait venir, allez, Gazo, j'en sais rien. On vous fait venir votre artiste préféré, voilà, il vous fait un showcase. Moi, j'en ai quelque part rien à cirer, en fait, parce que c'est pas ma thune. Et puis en plus, je sais que voilà, ils se seront donnés. Et du coup, ils ont bossé plus vite, ils ont bossé bien et tout, ils se sont chauffés. Et ça te crée un lien avec eux, tu sais. Et toi, et eux, ça leur crée un lien avec, on va dire, les innocents, avec les gens ordinaires qui ne sont pas dans la criminalité, parce qu'ils sont en mode franchement on sait ce que c'est charbonner et tout, franchement ça te met tout sur un pied d'égalité, tu vois, la sueur et l'investissement pour essayer de sortir un petit peu de valeur de tout ça. Voilà, et donc moi, c'est le coût économique, c'est quelque chose, et c'est sûr qu'en 1970, voilà, full 30 glorieuses, c'était quand même beaucoup moins un sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet, d'accord ? Donc maintenant, on se calme. Voilà, c'est plus, on n'est plus en 1980, les gars. On réfléchit. La monnaie, c'est un scam. La monnaie fiduciaire, c'est un scam. Elle est à deux doigts de s'effondrer. Faut remettre le sujet sur la table. On arrête de cramer du cash là-dedans. Mais il n'y a pas que le coût monétaire. J'ai mis, c'est le coût de la confiance, c'est un coût humain, c'est un coût moral, c'est un coût, j'ai mis aussi espoir, tu vois, tu érodes la proportion dans la société de confiance entre les individus, confiance en l'État, qui est censé être le garant de ta sûreté, etc., etc. Tu perds espoir, parce que finalement, tu te dis à quoi bon, hein, si la criminalité, c'est toujours une voie facile d'accès et qu'elle prospère et qu'elle s'amplifie, etc., etc., à quoi bon monter une boîte, à quoi bon monter une asso, à quoi bon faire de l'art, à quoi bon ce que tu veux. Finalement, tu deviens complètement nihiliste, c'est un mot qui revient souvent. Et donc, je pense que ce coup-là, c'est peut-être le pire, tu vois.
Parce que finalement, si les gens gardent confiance, ont une certaine vitalité qu'on a perdue en France, tu vois, où tout le monde est devenu un bon socialiste qui espère juste récupérer les fruits du vol par l'impôt. Bon, je vais pas aller trop loin. Bref. Tu ressens bien que plus grand chose va venir de toi et de ta propre entreprise personnelle, etc. Tu sens que tu es complètement bloqué. Bon, et ben ça, c'est bien plus grave que le coût financier. Parce que si on arrivait à garder de la vitalité, de l'envie de faire les choses, de aussi se tirer vers le haut, tu vois, les gens se tirent dans les pattes en France, quoi. Si tu fais quelque chose, si tu réussis, tu te prends des coups dans le dos et tout. Bon, si déjà ça n'existait pas, finalement, le coût financier, il serait amoindri parce qu'il y aurait beaucoup plus de valeur qui se créerait dans le système. Donc de toute façon, c'est une perte et de toute façon, c'est vraiment négatif in fine. Est-ce que tu avais un point pour finir sur ce truc-là ? Non. On va se dépêcher quand même parce que là, il faut qu'on se barre. Moi, j'avais mis référendum et donc c'était redonnons la parole au peuple, évidemment. Posons une question très simple. Souhaitez-vous que votre argent prélevé via vos impôts serve à financer la nourriture, les loisirs, le chauffage, l'électricité des criminels en France? C'est peut-être pas très bien dit, mais voilà. Souhaitez-vous que votre argent serve à nourrir gratuitement les gens qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français? Oui? Non? Faisons-le. Oui, mais quand tu présentes les choses quand même de comme elles sont, bah là, j'aimerais bien entendre, voilà. Et de toute façon, on te dira que non, mais regardez, c'est parce que c'est les Français racistes qui ont répondu, mais en fait, je sais pas quoi, c'est les fascistes. Bon, bref. Ok. Bon, j'avais mis notre protocole. Bon, on avait peut-être un peu pas trop... Bon, on en a un peu parlé. On a parlé de plusieurs idées au fur et à mesure, quand même. Premier truc, c'est, parce que c'est toujours aussi... mais tu te rends compte, si toi, t'es pris dans une affaire où t'es innocent, bon, bah, premier truc, c'est de dire, voilà, il y a quand même un appareil judiciaire qui doit être fiable, sain, qui fonctionne, qui fait son travail, qui n'accuse pas des gens à tort et à travers ou qui, je sais pas, monte à 10% d'accusés qui n'ont rien fait. Ça me paraît lunaire, mais enfin bon, voilà. Des procès qui fonctionnent bien, des gens qui sont caractérisés, des faits qui sont caractérisés, des gens dont il est prouvé, avec certitude, voilà, qu'ils ont commis l'irréparable. Ça, déjà, c'est un prérequis. S'il est avéré que j'ai tué 17 personnes sur la place du village, ou je sais pas, le mec de Nice qui a écrasé 90 personnes comme ça, full terrorisme, ok, c'est avéré, hein, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, voilà, c'est clair et net, mais je pense qu'il a été tué sur le coup, mais peu importe. Un acte comme ça, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma proposition, c'est tous les samedis matins, sur la place du village, si ça veut encore dire quelque chose, les gens qui sont qui ont commis ces actes-là sont exécutés publiquement. Tout le monde peut venir. Et encore une fois, c'est pas la foire, voilà. Tu viens pas jeter des tomates sur les gens, tu viens pas gueuler, Non. C'est un moment où on se recueille. Voilà. C'est triste, c'est solennel, c'est dans la noblesse. Tout le monde est triste qu'on en arrive à là. On va pas torturer la personne, on va l'exécuter sobrement, voilà, et on lui donne les honneurs. On lui fait, alors moi je parlais d'extrême onction, mais voilà, je sais pas, en tout cas disons que peut-être que maintenant qu'on vit dans une mixité sociale établie, peut-être que si quelqu'un veut recevoir un autre type de dernière prière, ça peut être entendable. Ouais, bon, why not? Mais moi en tout cas j'étais sur un truc neutre, je dis extrême onction, mais bon, voilà, en tout cas un geste. Tout le monde lui adresse une prière comme il veut, on s'en fout. En tout cas, c'est, voilà, genou à terre. Monsieur, nous sommes tristes de ce qui s'est passé. Vous avez dépassé les bornes. Aujourd'hui, on doit se séparer de vous. Au revoir. Et puis voilà, j'en sais rien. Fusillade, guillotine, ce que tu veux. Et puis, l'après-midi, tout le monde reprend sa vie. Et on sait qu'aujourd'hui, on a quand même, désolé, mais on a effacé un poison de la société qui nous conduisait absolument nulle part. Et pourquoi le faire en place publique? Et pourquoi le faire machin? Parce que là, pour le coup, sur l'aspect, est-ce que c'est dissuasif? Oui, il faut que les gens voient. Il faut que les gens soient au courant que, waouh, ça c'est un moment très très réel, très très profond, très très dur, etc. Si tu veux, il y a des familles qui vont emmener leurs enfants, quel âge, je sais pas. Mais voir la froideur de, voilà, tu vois, si tu commets certaines choses en société, voilà ce qui va s'abattre sur toi. Et il n'y aura pas forcément besoin d'attendre ton jugement dernier ou est-ce que tu iras en enfer ou au paradis, mon grand. T'inquiète pas, l'enfer peut se passer ici et maintenant. Tout dépend de tes actions,
des choix que tu vas faire. Bah, c'est vrai que ça me serre le cœur d'imaginer cette situation, mais au même moment, je me dis, bah, au moins ça replace la beauté et le fait que la vie est précieuse. Ouais, ça met d'un coup en exergue la vie et le bon. Et ça vient vraiment créer les ténèbres, la lumière. Ça vient quand même remettre l'église au centre du village, pour pas le dire autrement. Un protocole intéressant. Bah voilà, et moi après j'étais pour qu'il y ait une chaîne qui diffuse ça constamment, et tu vois qu'aujourd'hui on vient malheureusement fêter entre guillemets, voilà, mais montrer l'exécution de telle personne qui a fait ça. Il a été décidé de l'exécuter parce que ça. Tout le monde enlève son chapeau, mais qui est en 1950. Ciao Pantin. On va pas faire ça, c'est juste une idée comme ça, mais voilà, c'est juste pour dire quelque chose qui vienne remontrer le poids de la mort aussi, la vraie mort que nous occidentaux on ne voit jamais, tu vois, on voit jamais la mort comme même tu peux la voir beaucoup plus au Brésil ou je sais pas, même dans des pays quand même entre guillemets civilisés, mais où il y a beaucoup plus comme ça la vie réelle. La vie réelle, ouais. Voilà. Une message. Idée de protocole. Hein? Ouais, voilà une idée de protocole. Ouais. Donc. Dernier point, notre petit message. Est-ce que tu as quelque chose ? Oui, moi j'avais écrit un mini texte vraiment en 2 secondes comme ça. Non, mais c'est pas spécialement impressionnant, mais c'est juste, je trouve que c'est simple et ça transcrit bien ce que je pense. J'écris « Noblesse et droiture devraient être le but ultime de chacun. Ceux qui dévient du droit chemin doivent être confrontés à des conséquences proportionnelles à leur déviance. Ceux qui ne dévient pas doivent être récompensés par la paix et la sécurité. » J'écris mieux que je ne parle, donc... J'écris mieux que toi. Je crois que t'avais dit. Non. Bah, c'est bien. Moi, j'ai... Merci. Réveillez-vous. Ça fait 50 ans que le socialisme sans frontiériste vous a vendu l'amour des criminels comme la plus haute forme d'humanisme, alors qu'il crée le désespoir et la faillite, qu'elle soit économique, intellectuelle, in fine, l'échec civilisationnel. Bon, c'est moins bien dit, mais... Non, si, voilà. C'est très bien dit. Voilà, et que faut un petit peu se réveiller. Le mal existe, le mal agit constamment, et que de toute façon, ça existera de tout temps, et qu'il ne s'agit pas spécialement de répondre au mal par le mal. C'est beaucoup ce truc-là, de noblesse et tout, de dire voilà, c'est que juste que c'est nécessaire. C'est juste que c'est nécessaire. Donc, pour le bien des petites gens, et toi, tu l'as très bien dit là, voilà, être récompensé par le calme, la sérénité et l'espoir. Il faut passer par la case tragique, et donc il faut ôter la vie aux criminels. Bah, c'était intéressant, ce podcast. Ouais, écoute, voilà, on avance un peu plus dans le cancel. C'est Qu'est-ce bon ? qu'on pense, Mouchèche ? Basta ? Oui. Non, attends, je réouvre le carnet histoire de pouvoir faire un cut. Bah, ça, c'est notre avis. Voilà, je finis quand même encore comme ça. Mais voilà, ça, c'est notre avis. Donnez-nous, ça, c'est notre avis. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Une proposition, un protocole potentiellement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et si vous trouvez que c'est trop extrême, ça ou ça qu'on a dit, très bien. Mais faites une propale et puis avançons avec ça. Basta ? Oui. Allez, ciao, ciao.